bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Donc, en tant que directrice de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, donc je vous souhaite déjà la bienvenue ici et vous dire qu'on va faire un petit accueil à 3 voix, puisqu'on est 3 écoles d'enseignement supérieur de Bordeaux impliquées, mais vous allez voir que les partenaires sont aussi plus larges et très nombreux, et c'était l'occasion pour nous de faire un retour à tous sur cette énorme aventure qui n'est pas terminée. Donc j'accueille Monsieur Blanchard, qui est donc vice-président du conseil régional, spécialement à l'enseignement supérieur et à la recherche, qu'on connaît bien puisqu'il fait partie de notre conseil d'administration. Madame Vattier, qui représente la ministre de la Culture, qui fera une introduction tout à l'heure et qui est en charge du bureau de la recherche en architecture et en paysage du ministère de la Culture. Je suis accompagnée donc de Denis Papon, qui est vice-président de l'université. Ah, Denis, pourquoi je dis Denis? Non, non, c'est Eric, pardon, c'est moi. Bon, ben, vous retiendrez son prénom mieux que moi. Oui, c'est ça, il doit y avoir un truc. Donc, pardon, pour l'Université de Bordeaux, vice-président à l'innovation et la recherche. Et Monsieur Aubert, je ne donne pas le prénom encore voir parce que sinon ça ne va pas marcher. Xavier, directeur de l'ENSAM, donc très impliqué. Également remercier de sa présence Jean-Christophe Batsal, qui est le directeur de I2M. Monsieur Raji de Nobatech INEF 4, qui est présent, qui nous a accompagnés. Également pour l'école Denis Bruno, donc directeur du laboratoire Gréco et enseignant-chercheur ici, professeur. Ferran Yusta Garcia, qui était une cheville ouvrière pour l'école de ce projet. Régis Lenormand, qui était là également au début et que j'accueille également comme président du conseil de département architecture. Donc, il a cette charge depuis la mise en place des nouveaux décrets des écoles, ainsi que Ken Fitzsimons, qui est notre président du conseil pédagogique et scientifique, voilà, que je remercie d'être présent également. Pour l'Université de Bordeaux, Philippe Lagière et Monsieur Sampé, qui sont enseignants-chercheurs et présents. Et enfin, Monsieur Jean Riven, qui est de l'ADEVA, qui nous a beaucoup soutenus, qui est un organisme qui permet de faire des montages financiers. Merci d'être présent. Donc on s'est engagé dans une grande aventure quand on a déposé le dossier Solar Décathlon, qui est un concours international en juin 2016. Et on a été sélectionné parmi 54 dépôts de candidature. Donc ça, c'était en novembre 2016. Et la compétition, donc le site de la compétition à Dubaï était réalisé. Donc il fallait réaliser le bâtiment et notre projet pour novembre 2018, où on a eu, vous aurez le détail de la façon dont tout s'est déroulé. Donc qui, je l'ai dit déjà, l'Université de Bordeaux, l'ENSAM, Nobatech, qui sont très soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et également sur des grands projets nationaux et des soutiens européens et nationaux. Donc on verra tous les financements qui ont pu aider à ce projet et sans lequel il ne se serait pas fait. Mais aussi, je voulais souligner l'implication d'une centaine d'étudiants à ce projet en Nouvelle-Aquitaine pendant les 2 ans donc, de la compétition, dont 30 de l'Université de Bordeaux, 30 de l'ENSAP, 30 de l'ENSAM, mais aussi d'autres formations qui sont venues accompagner. Également 10 étudiants de l'université Nadja University en Palestine et autant à Amity University à Dubaï. Et tout au long de ces 2 années, les enseignants-chercheurs, Ferran, Rémi Goiffon, Régis Lenormand, sont venus pour l'école, en tous les cas de Bordeaux, accompagner cette énorme aventure. En quoi elle intéresse en particulier l'ENSAM, qui vient donc de, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir des nouveaux décrets, des nouveaux statuts et un nouveau fonctionnement, c'est que maintenant qu'on a un établissement public voilà, qui a changé un petit peu de nature, qui se rapproche de l'enseignement supérieur, même si ça fait longtemps qu'on est passé en mode licence, master, doctorat. Nous devons faire un contrat d'établissement avec le ministère de la Culture. On fait partie des établissements du ministère de la Culture qui n'ont pas encore de contrat. C'est assez rare, mais on a comme objectif de tous signer ce contrat d'ici l'année prochaine.
Et pour cela, on doit se fixer des objectifs, si on peut, ambitieux, et on va le vouloir, et de fixer des caps, des grands caps dans la cartographie des écoles nationales supérieures d'architecture, qui sont au nombre de 20 en France, de se trouver des spécificités, des buts à atteindre, des plans d'action, pour pouvoir contractualiser avec le ministère de la Culture. Alors un tel concours desquels nous sortons lauréats, évidemment, ne peut être que intéressant pour nous à valoriser, puisque quand on fait un contrat, un projet d'établissement, évidemment, on s'appuie sur les atouts que l'on peut avoir. Et pour moi, cette compétition et la manière dont on l'a menée est un des atouts et des points forts qui pourront fonder le contrat de l'école d'architecture de Bordeaux, avec évidemment ses partenaires qui sont présents ici et cette collaboration qui se fait de plus en plus forte. Je crois que les ENSA sont très impliqués dans ce qu'on appelle les politiques de sites, qui sont des sites géographiques et pour lesquels on se regroupe, on forme des réseaux, en tous les cas, entre différents établissements d'enseignement supérieur, pour pouvoir avoir une meilleure collaboration, des parcours d'étudiants un petit peu plus diversifiés. On en reviendra un petit peu dans la table ronde pour voir tous les développements que peuvent avoir un tel événement de réalisation de ce concours Solar Décathlon pour notre école. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en accueil. Évidemment, le thème du développement durable, le thème de la transition énergétique, le thème de l'innovation dans nos écoles est tout à fait prégnant dans ce concours et également dans nos études et dans les études des étudiants en architecture qui vont devenir futurs architectes et pouvoir œuvrer au futur des bâtiments de façon tout à fait importante et pour faire avancer les choses. Je vous remercie et je passe la parole, donc. Merci. À Eric. Merci Camille pour cette introduction et l'accueil dans les locaux de cette belle école d'architecture et des paysages de Bordeaux. Madame la représentante du ministère, Monsieur le vice-président du conseil régional, cher Gérard, mesdames et messieurs, cher Xavier, chers collègues, cher Jean Rivinc, cher Jean-Christophe Batsal, tous ceux qui ont œuvré et soutenu ce projet. Donc, quelques mots. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Bon, c'est vrai que, premier point, je crois qu'il y a un travail collectif très important qui a été réalisé. Travail collectif donc à la fois de soutien, des tutelles, travail collectif qui a permis d'aller chercher des sponsors et donc on remercie tous les sponsors, bien sûr le ministère, nos partenaires industriels, les collectivités locales et territoriales, bien sûr les établissements qui ont mis du temps et qui ont laissé finalement se développer ce projet. Donc c'est vrai que c'est un travail collectif très important. Il y a eu du mécénat, il y a eu donc on peut remercier la Fondation Bordeaux Université et un ensemble de partenaires autour de la table qui ont vraiment cru dans ce projet et qui l'ont supporté du mieux qu'ils pouvaient. Ça, je trouve que ça c'est important parce que ça a donné aussi une dimension humaine et multidisciplinaire très, très intéressante. Et donc on a mélangé les profils d'étudiants. On avait des ingénieurs, on avait des élèves architectes, des élèves ingénieurs, des élèves d'IUT, des étudiants de master, je crois aussi. Enfin voilà. Donc et cette intégration, elle est forcément très intéressante parce qu'elle associe différentes cultures, différents niveaux d'études, différents horizons, et c'est cette force collective qui a fait qu'on a pu aller jusqu'au bout
Donc déjà, peut-être que les étudiants n'étaient pas forcément dans les premiers, ils ont été dès le début dans les premiers instants du projet, forcément portés par les enseignants-chercheurs. Donc ce sont eux qui ont donné cette impulsion, mais ensuite l'accompagnement, leur accompagnement et la motivation de tous ces jeunes a permis quand même d'aller jusqu'au bout. Et donc le résultat a été quand même plutôt très bon. Je pense que c'est aussi ce travail collectif adressé à un enjeu sociétal majeur. Et donc le bâtiment durable dans un environnement qui devient de plus en plus chaud. Donc je pense que là aussi, alors bien sûr, c'est une activité aujourd'hui qui se développe dans un pays où il fait très très chaud, mais bon, on pourra justement utiliser les technologies, les découvertes qui ont été réalisées pour justement les adapter à d'autres bâtiments dans des pays moins chauds, mais qui pourront utiliser les avancées technologiques qui ont été mises en œuvre. Et justement, ces avancées technologiques, peut-être le quatrième point, c'est finalement ce mot innovation. Alors, c'est vrai qu'en tant que vice-président innovation de l'Université de Bordeaux, je m'intéresse à ce thème. Il est souvent très porté par la recherche, pas forcément moins visible dans l'enseignement ou dans les méthodes ou les pratiques. Et c'est vrai que l'innovation, bien sûr, c'est du brevet, c'est des startups, ce sont des choses qui vont créer une certaine valeur technologique. Mais il y a beaucoup d'autres valeurs qui peuvent être créées par des processus d'innovation et des valeurs sociétales, des valeurs humaines. Et c'est vrai qu'on se retrouve ici à associer des avancées en recherche, des avancées en pédagogie, mettre des étudiants, les immerger dans un projet comme celui-là, où finalement il y a même une rotation d'étudiants, parce que les premiers étudiants qui étaient là au tout début n'étaient pas forcément là à la fin. Donc il y a un passage de témoins, il y a aussi beaucoup d'innovation dans le projet en lui-même, qui est un projet innovant. Donc il y a à la fois des innovations technologiques dans la fameuse maison, avec des choses absolument super. J'ai pu y aller donc à Dubaï, et donc j'ai vu toutes ces innovations, mais c'est la globalité qui est une innovation, et donc à la fois le projet et les technologies. Donc pour tout ça, moi je remercie bien sûr tous les porteurs, en premier lieu bien sûr les étudiants qui se sont tous mobilisés. Il y avait une équipe extrêmement motivée qu'on a pu rencontrer à Dubaï, et on était au plus près de tous ces jeunes. L'équipe pédagogique bien sûr, forcément, qui a amené tous ces jeunes jusque-là, et c'est vrai que c'est quand même un succès collectif qu'il faut vraiment noter. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Bon, donc Xavier Aubard, directeur du campus Arts et Métiers. Donc merci beaucoup Camille de nous recevoir ici, Madame représentante de la ministre, bonjour. Gérard, bonjour, je ne vais pas remercier comme tu l'as fait, donc merci beaucoup à tous. Ce que je voulais dire, c'est que l'ENSAM, c'est l'école des technologies, donc là, la mise en œuvre de ces technologies est capitale. Les élèves, je crois que ça a été une expérience fantastique, et qu'on doit favoriser ce genre de projet, et pour l'écosystème déjà, entre nous, écoles. Pour les personnels aussi, parce qu'on a des personnels des arts et métiers qui sont allés là-bas, même s'ils n'avaient pas le droit pour le dernier montage, je crois, d'intervenir. Mais enfin, ils ont conseillé et autres, et je crois que c'est très important pour le côté intergénérationnel, qui commence à poser quelques soucis dans nos entreprises aujourd'hui, avec des geeks aussi informatiques, pour les transférer les compagnons, et les métiers de l'industrie évoluent très vite. Avec l'intelligence artificielle qui apparaît, avec la cobotique, avec tout un tas de choses comme ça. Et donc l'intergénérationnel est capital. Et puis travailler aussi avec d'autres compétences, des horizons différents. On est très ingénieurs, mais le côté artistique de l'école d'architecture et autres, ça je crois. Et puis les notions de budget, c'est un projet, une expérience excellente pour les élèves qui sont confrontés à la vraie vie. Donc ça c'est capital. Bon, je voulais remercier plus particulièrement, c'était Philippe Lagière aussi, je crois qu'on pourrait l'applaudir.
parce qu'il a donné tellement pour ce projet. Bien sûr, Denis Bruno aussi. Voilà, mais Philippe, je crois qu'il a passé beaucoup de temps. Il y a sa famille qui est venue aussi travailler un peu là-bas, je crois. Et voilà, il a passé des jours, nuits et toutes les vacances, je crois. Donc, oui. Enfin, bravo à toi. Merci à toutes. Mais bonjour à tous. Donc, moi, c'est Ferran Justa. Je pense que beaucoup parmi vous me connaissez, je vous connais. Donc, ça, c'est un plaisir de vous voir là. J'ai une petite. Donc, on va vous présenter à Pleuchir le projet. Une première mission, c'est pour vous montrer, parce qu'il y a certains d'entre vous qui peut-être vous connaissez pas finalement l'aventure qu'on a tous vécue. Et donc on passe vite en revue le projet, ça permet à tout le monde de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a des choses qui risquent de vous avoir passé ça devant sans le savoir. Donc voilà. Donc juste vous présenter cette aventure. Pour cette aventure, ça commence, c'est le Solar Decathlon. On a la compétition, il y a juste 10 épreuves. Chaque épreuve avait été avec des critères indépendants, et donc chacune avait un peu sa valeur. On pouvait être très bon sur une et pas bon sur l'autre. Le but, si vous voulez arriver loin, c'était de gagner la plus grosse partie d'entre elles. Sinon, on restait complètement en arrière. Voilà. Donc, suite à cette connaissance des épreuves, nous, on a proposé nos concepts. Elle est simple, mais elle était en même temps très robuste. Efficace. On est parti sur un prototype, sur le principe des maisons patio traditionnelles, dans laquelle on a juste fait des ajustements plutôt contemporains. On l'a ouvert d'un côté, on l'a bien orienté, on a créé une super peau ultra performante avec plein de choses. Et à ce principe déjà qui est percé, ça marche très bien. On a rajouté beaucoup de technologies et bon sens en même temps mélangés. C'est à ça que ça sert aussi la technologie et l'architecture. Et donc, on a pu mettre dans cette sacoche, on a mis de l'action biologique, une protection intelligente tout autour et plein de mécanismes de décharge nocturne par des radiations, par ventilation. Donc, tout était là pour pouvoir faire face à un climat extrême. Voilà. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaissent pas, c'était la maison. La maison forme un U avec à peu près 85 mètres carrés. Une zone plutôt privée, une zone plutôt publique, et finalement un patio qui pouvait s'ouvrir tout le long et qui s'est montré bien agréable à vivre. Alors, en quoi on va passer tout rapidement en revue comment était la maison. Donc, c'est un enveloppe qui était très dur à l'extérieur. Très très dur parce que l'extérieur en soi, le climat là-bas est très très dur. Donc c'est quelque chose qui peut faire résonance à ces climats-là, à sa résistance. Et quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur, y compris à l'intérieur des murs. On verra tout à l'heure. Et juste une petite anecdote, là il y a la maison, on va vous présenter, il est déjà sur place, il est encore sur place. Il y a d'autres prototypes sur place. Et il n'y a aucun qui vieillit aussi bien que le nôtre. Le nôtre, il est comme dans le premier jour, il n'a pas bougé, c'est une vraie maison. Les autres prototypes, ils tombent en ruine aujourd'hui. Voilà. Donc les autres, ils étaient plutôt des maquettes. Ok. Voilà un peu la maison. Donc on a fait une isolation en laine des bois. C'est une avec des montants CLT, montants et laine des bois. Donc une structure porteuse en CLT. Merci la filière bois bordelaise d'ailleurs de la région. Toute cette structure bois, on l'a recouvert avec des par-vapeur en aluminium, qu'on a venu plus tard finir avec une peau en béton fibré. Voilà, donc c'est une sorte, on dirait presque un vaisseau spatial, parce que c'est fait partie justement de ça, c'est de l'aluminium, il sert à réfléchir la chaleur, mais en même temps protège de la rentrée d'air qui pourrait se condenser à l'intérieur, côté extérieur de l'installation. Bon. Tout ça à l'extérieur, à l'intérieur, on retrouve à nouveau le CLT et on a voulu augmenter la masse thermique du bâtiment avec de la terre crue de la région. Merci Tellum Ceram qui nous a fourni justement donc cette terre crue qui est bon vu comme ça peut-être ça fait pas beaucoup rêver parce que c'était pas prévu de l'avoir apparente, mais il apportait beaucoup de biens au confort intérieur de la maison. Et tout ça, on est venu le finir avec des murs
des cloisons, enfin des plafonds et des murs intérieurs en tissu de chez Barisol. Voilà, donc ça, on est passé de cette phase-là à cette phase-là en une semaine à peu près, avec un résultat magnifique à l'intérieur. Tout le monde, on s'approche et les murs sont tendus, mais en même temps sont doux. Donc c'était une belle finition. Barisol, à ce moment-là, je voulais juste vous faire partager avec nous, parce que vous avez été le partenaire des privilégiés dans cette traitement intérieur. Et donc vous avez pu voir, enfin vous avez pu montrer du coup, aux gens à l'intérieur qu'est-ce que vous pourrez faire avec vos produits. Donc ma question est comment le prototype Baiticool a servi de vitrine à vos produits dans la région du Moyen-Orient et quel retour vous avez aujourd'hui de cette expérience que nous a menée ensemble? Oui, bonjour à tous. En quoi, déjà pour nous, c'était le bon moment. Il y avait, on va dire qu'il y avait un alignement des planètes. On est français, ça tombe bien. Et puis, ça fait partie de notre ADN que de travailler sur les projets en amont. Et on est au moment d'un lancement d'un nouveau concept qui s'appelle Barisol Team. Et à ce moment-là intervient le concours Baiticool. Donc en quoi est-ce que ça a pu nous aider? Pour nous, c'est déjà un premier retour d'expérience. Au-delà de ça, on est implanté dans la zone depuis plusieurs années. On sait que d'expérience dans ces pays chauds et particulièrement sur la zone concernée, on a par exemple énormément d'arrêts de travail liés à des courants d'air, de flux, de clim qui arrivent dans la nuque des gens et que ça pose des problèmes. Nous, on a une solution qui nous permet de penser qu'on va pouvoir se passer à la fois du défaut esthétique et du défaut technique de ces systèmes-là. Et Baiticool intervient dans une promotion et avant-projet dans la façon qu'on aime et qu'on a l'habitude de travailler avec des équipes d'ingénieurs, que ce soit acoustique, thermique ou avec les architectes. Et pour nous, c'est aussi une façon c'est un challenge. Il faut y arriver. Le résultat, on s'en sent solidaire. Et puis, on est surtout dans cette idée que le projet est plus grand que nous. Donc, si on peut apporter notre pierre à l'édifice, retirer de tout ça une communication qui serait intelligente et pas chanter sur tous les toits du monde qu'on se sent les plus forts du monde, ça, nous, on en est intimement convaincus. Mais par contre, il faut apporter la preuve et quoi de mieux que l'expérience et l'état de recherche sur ce type de projet et de montrer que ça marche. Et une fois de plus, se sentir fier de participer au projet et arriver toujours dans la même idée, à ce que ce soit technique, certes, mais esthétique, puisque là aussi, ça fait partie de notre ADN. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre intervention a eu le retour d'expérience, enfin, je dirais presque analytique? Est-ce que vous avez des retours des projets, des choses que là aujourd'hui déjà, vous pourrez dire, là aujourd'hui, l'opération qu'on a fait, elle est positive? Elle est positive dans le sens où, en termes concrets, on a déjà 6 villas qui se sont concrétisées peu après sur le rayonnement de cette opération-là, avec des partenaires locaux qui cherchent à savoir comment on fait, d'où sort cette créativité finalement. L'ingénieur français, il est reconnu à travers le monde, l'architecte aussi. Et les entreprises qui travaillent au service de cette intelligence-là sont forcément, elles déclenchent un certain éveil de la part des acteurs locaux qui cherchent de toute façon le meilleur et qui ont les moyens d'avoir le meilleur. Okay. Donc pour nous, ça a été assez rapide. Il y a un enchaînement de 6 villas de luxe on parle de chiffres complètement démesurés. Mais par contre, la question ne s'est pas posée de savoir si on allait les faire, mais de comment on allait les faire. Super. Bon, merci. Vos témoignages vont continuer. Super, merci. Merci. Donc voilà, pourquoi j'avance comme ça? Donc la maison, toujours, on parlait des protections, on a des systèmes que Philippe vous expliquera tout à l'heure, mais quand même on a des pergolas rétractables qui, au gré des jours et la nuit, peut s'ouvrir pour nous permettre de voir les étoiles et rester après notre thé à la menthe, mais sous le ciel, et ne pas avoir systématiquement la sensation d'être enfermé dans une cage. Par contre, quand ça cogne, et on a la pergola qui se déplie et donc qui crée aussi des espaces agréables à vivre à l'intérieur. Voilà. On parlait tout à l'heure aussi sur l'intégration des panneaux photovoltaïques. Donc on a démontré qu'on était capable de faire une intégration intelligente de tous les systèmes et toute l'architecture bioclimatique d'une façon cohérente
Et donc c'est ça qui nous a fait aller très loin après dans les prix. Voilà. Donc tout ça, c'était le projet. Tout ça, ça fait partie de l'aventure pédagogique qu'on a menée et qui a été quelque chose d'extraordinaire, de faire de cette aventure de la conception et la réalisation avec les étudiants. Toutes les équipes, on en parlera tout à l'heure, mais on a dû vite s'organiser par des groupes de travail. Les étudiants ont travaillé une journée par semaine depuis 2 ans, avec très peu de crédits en échange au début. Donc c'était vraiment une sorte d'implication sans être sûr de retour. Et très vite, enfin pas très vite, on a été 1 an après une série une fois par semaine d'ateliers, des échanges, des conférences, des enrichissements, des allers-retours sur le projet. 1 an plus tard, on a pu commencer la fabrication et nos étudiants, on peut commencer à construire. Voilà, on a 2 étudiants qui construisaient à Poitiers déjà les planchers en DSL. Très rapidement, 1 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, les structures ossature bois étaient faites par les étudiants. On a pu l'envoyer sur des conteneurs. Au total, il y a eu 9 conteneurs qui sont partis à Dubaï, en plusieurs remplis de façon différente. En parallèle, on a pu travailler avec des partenaires. Donc on a travaillé la double pot extérieur en béton ultra performant fibré, très fin, très haut, et qu'on a pu mettre en place, mais ça fléchissait, mais ça revenait à la place à nouveau. Donc on a pu faire on a pu faire avancer énormément notre savoir-faire sur le BFUB avec nos étudiants toujours. On a reçu toute la marchandise peu à peu sur place. Donc à partir du 1er juillet, on était sur place pour réceptionner. Et nos étudiants, entre 8h du soir et 3h du matin, ils ont été en train de construire. Ça a commencé en juillet, ça finit en fin octobre. Voilà, donc tout ça, vous voyez, le bâtiment a été construit par eux. Alors, à ce titre-là, on voit sur les toits, il y a Dorian et Lola Floïc. Lola, je voulais te poser la question, t'es où là? T'es là, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nous un peu le témoignage de cette expérience de construire entre copains une maison, voilà, en climat chaud? Bonjour à tous. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est entre copains, au début, finalement, on ne se connaissait pas tous. On a dû vivre 4 mois ensemble, jour et nuit, non-stop, à cette université. On se retrouvait tout le temps, que ce soit pour bosser dans l'université ou la nuit, parce que on pouvait bosser que la nuit sur le chantier. Donc on a appris à travailler ensemble. Déjà, on a appris à se professionnaliser parce qu'on n'est que des étudiants. On ne sait pas construire une maison comme tout le monde finalement. Donc on a appris à construire, on a appris à servir de tous ces outils, à monter la maison. Et d'ailleurs, je remercie tous les partenaires qui nous ont très très fortement aidé tout au long de ces 2 années pour que ce soit réalisable. Donc ça a été une aventure professionnelle parce que on a eu un très grand apprentissage là-dessus, mais une aventure aussi humaine parce que il a fallu faire face à plein de contraintes, beaucoup de pression tout au long du chantier. C'est pas facile de travailler la nuit parce que on n'est pas habitué à faire ça, et c'est pas facile non plus parfois de vivre 4 mois avec les mêmes personnes, mais ça s'est très très bien passé, et personnellement j'ai adoré cette aventure, et ça a été une aventure humaine très très forte et très marquante. Il faut rappeler que parfois vous étiez, les seniors qui étaient de temps en temps là aussi à donner un coup de main, on était de façon ponctuelle, on n'était pas tout le temps. Donc parfois vous deviez gérer vous-même votre organisation, vos plannings. Vous étiez en même temps des architectes, des maîtres d'œuvre, mais en même temps aussi des ouvriers. C'est ça, donc apprendre à travailler tous ensemble, les architectes, les ingénieurs, les biologistes et toute autre formation confondue, c'est ça aussi, ça a apporté à chacun, je pense, un petit plus pour la suite. Super, merci Lola. Voilà, donc fin octobre, la maison était prête, elle était construite, sur le site d'Amity, donc à 60 km du site. Il fallait maintenant la déplacer 60 km, donc déplacer une maison d'à peu près 75 tonnes sur 60 km, c'est pas une tâche facile. Voilà, donc l'équipe, vous voyez,
C'était prévu de la désassembler en 3 morceaux, en 2, 3, avec des points d'ancrage. Et donc on s'est mis au travail, tout c'était la journée J, c'était une journée délicate. Voilà, on a pu la désassembler, la remettre finalement sur 3 camions. Et on est parti à 60 km dans le désert avec une maison qui faisait à 5 mètres de hauteur pour arriver sur le site. Le site, on a dû la réassembler. Donc chaque équipe de Solar avait ses stratégies pour le monter. Il y a quelques-uns qui étaient à toute vitesse, ils commençaient de zéro. D'autres, c'était tout modulaire. Nous, on est arrivé déjà avec les 3 morceaux, ce qui nous a permis d'être dans les temps et voilà, de proposer des choses que les autres n'ont pas pu proposer. Voilà. Et une fois que la maison est assemblée, 2 jours plus tard, on a commencé à mettre toutes les panneaux en B-Fub, encore une tâche lourde, parce que chacun de ces panneaux-là pèse 400 kg à peu près. Okay, mais une fois, peu à peu, on a commencé à fermer la peau. Et la maison était prête le jour de l'ouverture, donc on a pu même avoir des bonus pour être dans les temps. Voilà. Je vous fais passer quelques images, mais très rapidement, de la maison finie. Regardez que c'est une vraie maison qu'on a construite, ce n'est pas un décor de cinéma. Voilà, donc la pergola qui se replie, qui mélange avec la toiture végétalisée, qui fait créer des espaces vraiment vivables de jour et de nuit. Et un patio qui était le lieu privilégié pour l'échange, pour la vie, quoi, tout simplement. D'ailleurs, maintenant qu'on retourne souvent au Baltique, sur place, il y a des nids des oiseaux qui se font. Donc les animaux aussi, ils apprécient le lieu. Voilà la maison. Toujours la maison. Des espaces, la lumière qui est en constante évolution, parce que le soleil bouge vite, et donc les rayons, les trous, les couleurs changent à toute vitesse à l'intérieur, en permanence, pendant toute la journée. Voilà, et une vue depuis la Coponie, depuis l'intérieur. Voilà, on s'arrête là, je vais passer la parole à Philippe pour le continuer. Merci. Bonjour. Je remercie tout le monde, la région, le ministère, tous les partenaires présents. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette aventure, partager quelques mots et puis tout simplement avoir cet échange aujourd'hui. Alors, moi, je vais présenter juste quelques points un peu marquants qu'on doit mettre en exergue sur ce projet. Tout d'abord, pour nous, alors là je prends un peu plus de recul. Ferran a présenté le projet en lui-même, le prototype. Et là, on va essayer de regarder quelques points qui nous ont amenés à faire ce projet. Bon, la première chose, c'était pour nous une opportunité, un défi compliqué, mais une opportunité que d'aller se confronter à des climats chauds, très chauds, pour préparer ce qu'on appelle la ville de demain, qui sera peut-être soumise à des conditions caniculaires, y compris dans nos régions. Aller se confronter aussi à un défi avec des universités du monde entier, et ça c'est pas rien. Derrière des universités, c'est aussi des pays, puisqu'à chaque fois il y a tout un système économique qui est derrière chaque projet. Et finalement sur cette aventure, ceux qui sont sortis premiers, on le verra, c'est une équipe américaine. Les seconds, c'est une équipe australienne, et les troisièmes, donc c'est Balticool, c'est l'équipe française. Ce que je veux dire, c'est que ces 2 universités sont sur des projets de long terme, donc c'est quand même important. Virginia Tech, avait déjà gagné en 2010 le Solar Decathlon Europe, et l'équipe de l'université australienne avait déjà gagné le Solar Decathlon Chine. Donc c'est des équipes et c'est des universités, des écosystèmes à chaque fois qui prennent une politique ambitieuse dans ce domaine-là, dans le domaine de l'habitat solaire et écologique avec leurs étudiants. J'en dis pas plus, mais c'est pour moi un peu important. L'autre opportunité, donc on l'a dit, c'est d'aller en plein désert. Vous voyez ici une image. Et dans une ville, alors Dubaï, nous on n'a pas vu le Dubaï bling bling ni touristique que certains connaissent. On a été plutôt dans l'underground de Dubaï, confronté, donc on l'a dit, Ferran l'a montré, là on est en plein désert et l'épreuve se déroulait dans un site tout à fait novateur aussi, avec une tour de l'innovation et une très grosse centrale photovoltaïque tout autour, donc c'est quand même un environnement particulier.
Deuxième point que je voulais montrer, ben, c'est une équipe. Voilà, et une équipe, c'est pas simple à constituer. On l'a dit. Donc on est parti sur une équipe composée avec des universités, avec une université à Dubaï, qui était un partenaire important, une université en Palestine. Donc je ne vais pas dire qu'on s'est pas simplifié la tâche, hein, franchement, mais on le regrette pas. Pas une seconde, on regrette d'avoir partagé ce projet avec d'autres universités parce que l'échange a été quand même intéressant et derrière c'est notre rôle que d'animer tout ça. Si on avait voulu faire simple et efficace, on serait resté sur notre petit campus et on aurait produit notre projet. Donc on a été vers ça. Ensuite dans le champ disciplinaire, on l'a déjà dit, une centaine d'étudiants. Vraiment tous les niveaux représentés depuis des jeunes bacheliers jusqu'à 4 doctorants. On avait 4 doctorants dans l'équipe projet qui ont été construits au final. Hein. On avait même une doctorante en sociologie urbaine, certes. On avait aussi 2 doctorants en énergétique et le 4e m'échappe, le 4e dans la composition urbaine aussi. Donc voilà, un peu tout l'éventail. Bon, un point dont je suis très, très fier, on a un étudiant, master bois, qui sort de ce qu'on appelle la filière Philippe Gallimard à l'université. Et bien ce master bois, à l'issue du concours, il a estimé que sa formation de master bois était certes puissante, intéressante et suffisamment valorisante pour travailler, mais lui il a changé de cap, il a dit ben moi je veux faire un CAP de charpentier. Et donc il est parti dans une entreprise de charpente-bois et actuellement il est en train de préparer un CAP, il est plutôt surtout sur les toits, en train d'apprendre le métier, ce qu'on appelle le métier de base. Donc ça, c'est des choses dont on peut être très fier. On a aussi intégré des gens du lycée Canto, à Bayonne, à Anglette, et des gens du lycée Haroun Tazieff à Dax. Donc voilà, pluralité de culture, pluralité de niveau et pluralité de discipline aussi. Ensuite, bon, on a déjà parlé du consortium. Donc bon, vraiment, je peux dire merci à... Je sais que c'est facile, mais c'est un vrai merci aux institutions qui ont porté le projet, l'université, l'école des arts et métiers, l'école d'architecture, Novatech. Tout le monde nous a aidés et tout le monde a tiré dans le même sens et ça, c'est absolument génial. Et c'est pas si évident que ça, on le sait. Donc, bravo au campus de Bordeaux. Bravo aux institutions, parce que voilà, la région nous a fait confiance et c'était pas évident. Et je peux le dire, sans l'apport financier de la région, mais on n'aurait pas pu le faire, le projet, Monsieur Blanchard. Je l'ai déjà dit publiquement, mais on n'aurait pas pu le faire. La Fondation Bordeaux Université a aussi œuvré pour le mécénat. L'ADERA nous a aidés. Je voudrais citer tout le monde, mais c'est difficile. Mais c'est vraiment cette conjonction de moyens, d'aides, qui nous ont permis de réaliser ce projet. Ensuite, les partenaires privés, bon, une quarantaine, avec des intérêts très divers. Certains ont opéré en mécénat, d'autres ont opéré en apport de compétences, d'autres nous ont formés. Je sais pas, on a vu tout à l'heure une toiture avec une étanchéité. Mettons Lola, pour appeler et pour dire comment ça s'est passé, vous avez été quelques-uns à être formés à la pose de membrane d'étanchéité chez une entreprise bordelaise. Bon, ben voilà, c'est ça ce type de projet. C'est ce à quoi amène ce type de projet. Ensuite, bon, professionnalisation, j'appelle accélérer, augmenter. On l'a dit, on le redit. C'est vraiment ça qui est au cœur du projet, de finalement tout réaliser en un seul projet. Et c'est pas simple. Alors, là-dessus, si je devais avoir 2 ans d'immersion, 6 semaines de concours, c'est une vraie pédagogie par le projet. Alors souvent on en parle, là on le fait, et on le fait tellement loin que quelque part on touche aussi les limites de nos systèmes. Alors les limites de nos systèmes, c'est que ces jeunes gens, je vais le dire maintenant, ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté, au moins ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein, et ont lâché beaucoup de choses. On lâchait du temps, on s'est vraiment lâché des choses, peut-être même des résultats académiques. Et quelque part, où nos systèmes peut-être doivent essayer de s'améliorer,
c'est que la valorisation, ce qu'on appelle l'épicier, l'épicier, pour faire une formation, ben, il faut être un peu épicier aussi. Pour réussir une formation, il faut être un peu épicier. Et quelque part, on manque un peu de CTS dans ce genre de projet. Donc il faudrait, et c'est notre boulot, hein, à tous, enseignants-chercheurs, nous, pouvoir l'intégrer dans des vrais cursus et le valoriser. Parce qu'il ne suffit pas de le dire exceptionnellement, de le faire exceptionnellement, mais il faudra arriver à générer tout ça de façon un peu plus continue. Voilà. Donc nos jeunes ont fait tout ça, 2 ans d'immersion, 6 semaines de projet. Ensuite, alors, ce que j'appelle l'innovation libre. Bon, pourquoi l'innovation libre? On parle en général d'innovation ouverte, c'est la mode. En général, l'innovation ouverte, bon, j'ai pratiqué ça dans une vie antérieure. L'innovation ouverte, elle commence par un groupement d'entreprises et de partenaires qui est refermé. D'accord? Nous, on est vraiment parti sur l'innovation libre. À savoir, on est parti de feuilles blanches sur Byticool, et ça, mes collègues architectes, on est parti dans ces murs ici, au premier étage, au deuxième, on est parti d'une feuille blanche. Et on a construit tout le projet à partir de ce qu'on rêvait, de ce qu'on imaginait. Et puis à un moment donné, on a décidé d'y aller. Et puis à la fin, moi, ce dont je suis très fier, c'est que, je peux dire, 100% de ce qu'on a imaginé, rêvé, décidé, on l'a fait, on l'a construit, on l'a bâti, on l'a mis en service. Alors je ne dis pas que tout fonctionnait à 100%, hein. Je ne peux pas le dire comme ça. Et un exemple, c'est la partie photovoltaïque. Alors sur la partie photovoltaïque, c'est un exemple quand même qui paraît comme ça anodin, hein. Vous voyez des bandes, et vous voyez une toiture. Mine de rien, cet exemple-là, il nous permet d'avoir un bâtiment à énergie positive. Ça, bon, il va falloir le faire en France. Mais il nous permet, avec des techniques qu'on a complètement inventées et complètement réalisées, en particulier avec déjà une entreprise qui s'appelle Steel. Alors, je ne sais pas si M. Lorillière est ici présent. Et avec Steel, qui est peut-être le dernier façonneur de photovoltaïque spécifique en France, qui est à Poitiers, on a pu réaliser, déjà déterminer ces panneaux avec un motif, un format, des puissances, une intégration. Et c'est avec ça qu'on a eu le premier prix ce qu'on appelle le Building Integration photovoltaïque. On a eu le premier prix et il n'y avait pas photo, franchement. Les autres n'étaient pas très innovants, il faut dire. Mais nous, on était vraiment là-dedans. Et voilà, peut-être quelques mots, Monsieur Lorillière, sur votre entreprise et ce que vous avez apporté au projet. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation déjà du projet et intégrant nos produits. Donc c'est vrai que Byticool a fait appel à nous à un moment donné et ils ont toqué à la bonne porte puisqu'on est une société où on fait des panneaux solaires spécifiques. Donc on intègre pour que ça soit plus esthétique, mais également s'adapter au projet en termes de puissance, de tension. Voilà, c'est un petit peu, on fait des choses bien particulières et c'est vrai que le projet se prêtait bien, on va dire, à notre activité et on est vraiment très fiers d'avoir pu y participer et puis d'avoir pu mettre, on va dire, notre pierre à l'édifice sur ce beau projet. Et donc en façade, c'est vrai, des panneaux, donc voilà, on fait des motifs un peu particuliers et puis après je crois qu'en pergola c'était des modules semi-transparents et donc voilà un petit peu, après je vous laisse peut-être continuer, mais merci. Merci. Donc il y avait bien 2 types de modules, hein, ce qu'on appelle backsheet foncé et puis transparent pergola mobile. Et bon, il faut savoir qu'actuellement, là, on va passer très bientôt à une réglementation énergétique en France en 2020, à partir de juillet 2020, dans laquelle l'un des plus gros problèmes qui va se poser pour faire de l'énergie positive, ça va être l'intégration. Or, les toitures sont de surface limitée. En toiture, il y a beaucoup de choses à mettre déjà. Et donc aujourd'hui, l'un des problèmes auxquels sont confrontés les architectes et les concepteurs et l'ingénierie, c'est d'arriver à intégrer le photovoltaïque. On en a donné ici, j'espère, un bon exemple. Autre exemple, nos poutres bois, basées sur un montage, sur un assemblage bois lamellé collé avec
des fibres de carbone de façon à alléger, les dimensions, les sections de la poutre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Psilon Composite. Non? C'était prévu, mais bon, il a dû y avoir un décalage. Voilà. Donc avec Psilon Composite et l'entreprise CLC, on a fabriqué, c'est CILC là pour le coup, qui a fabriqué des poutres de 10 mètres de portée qui permettaient de supporter nos panneaux, qui permettaient d'avoir la mobilité, qui permettaient d'avoir la performance mécanique nécessaire pour pouvoir avoir une pergola mobile comme celle-ci, qui était quand même un élément assez remarquable. Pour donner un exemple, le jury architecture est revenu un soir pour pouvoir profiter de l'ouverture de la pergola mobile, qui était difficilement mobile, mais on arrivait quand même à la rendre mobile. Elle n'était pas encore, on n'était pas tout à fait à l'optimum, mais ils sont venus voir comment ça marchait et voir l'effet que ça donnait. Donc c'était quand même une preuve d'intérêt. Dernière chose, alors le résultat, voilà, le résultat, on l'a dit, troisième. Une aventure indécise, oui, parce que c'est une aventure indécise. J'aurais pas mis ma main à couper à un certain moment qu'on irait au bout. On avait ce qu'on appelle des stop-or-go. On avait quelques stop-or-go entre nous. On a réussi à les passer, et puis on a réussi à aller au bout. Donc au bout, il y avait 15 équipes, finalement, qui ont réussi à construire, alors qu'il y en avait 21 au départ. Et donc on a été donc on a remporté 8 trophées, vous voyez. Alors 8 trophées, ça veut dire qu'on a été 6 fois sur des podiums sur 10 contests, ce qui est quand même bien. Alors ça veut dire qu'il y en a 4 où on n'a pas été très très bon. Et puis ça nous a permis aussi, petit élément, ça nous a permis aussi de boucler le budget, tout simplement. Parce que pour le premier Solar Décathlon, c'est le premier Solar Décathlon où il y avait ce qu'on appelle un money prize, qui était fonction du résultat final. Donc heureusement pour nous, on a pu terminer 3e. Autrement, on était, je ne sais pas si on rentrait. Dernière chose, nos ambitions. Depuis le départ de ce Baïti Cool, on voulait faire une compétition, on ne voulait pas faire qu'une compétition. Et vraiment, on était déterminés, l'équipe d'enseignants-chercheurs, on était déterminés à aller plus loin. Plus loin parce que, tout simplement, on voit plus loin que 2 ans de projet, heureusement. Et donc, pour nous, c'était un projet qu'on voulait relancer en termes de R&D, avec une vision du local, c'est-à-dire des entreprises avec lesquelles on a travaillé, des sujets qu'on travaille, puis une vision à l'international. Donc on a profité de la fin du concours, de la venue de nos partenaires, parce qu'il y a un certain nombre de nos soutiens sont venus, comme on dit, sur place, et donc on a pu signer une déclaration d'intention qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vaut pour une vraie intention d'avoir une plateforme d'innovation ouverte, française et internationale, pour expérimenter nos recherches, prolonger nos recherches, sur un thème qu'on appelle habitat résilient, intelligent. Alors vous verrez juste à la suite qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Partager nos connaissances avec le Moyen-Orient en particulier, les pays du Golfe, parce qu'il y a un vrai terrain de développement. Et puis diffuser nos résultats vers les secteurs, comme on dit, avec un objectif qui est plus un objectif communication, mais qui vaut quand même, parce qu'il va se passer des choses. Il se passe des choses à Dubaï actuellement. Il y a une expo universelle en 2020-2021. Et cette expo universelle, on veut y être présent. On pense y avoir quelque chose à montrer, quelque chose à développer pour aller plus loin sur ce domaine-là. Je vous remercie. Donc on va passer maintenant au volet de ce qui se passe actuellement et qui va se passer dans les années à venir sur la plateforme qui est située à Dubaï, qui vous a été présentée jusqu'à maintenant. Avant de commencer, je voulais aussi remercier tous les gestionnaires de filières d'enseignement. Il y en a certains présents dans la salle, Jean-François, Aline, et je pourrais en citer d'autres, Emmanuel, parce qu'en fait, ils nous ont aussi apporté la souplesse de pouvoir faire sécher certains cours, ou de modifier les... Voilà. Et je pense que c'est un point qui est important. Je ne dis pas sécher certains cours, simplement modifier des horaires de manière à ce que les étudiants puissent être là aux ateliers. Je pense que c'est un point qui est important et qui sera un point peut-être à réfléchir sous l'avenir, de se réserver des créneaux inter-établissements où on puisse travailler ensemble. Alors, Alain,
Donc d'abord, une présentation sous forme de liste de l'ensemble des sujets qui se développent au travers d'étudiants en thèse ou d'autres ressources autour de cette plateforme. Alors déjà, sur l'architecture bioclimatique, c'est-à-dire comment, sur une vision du vivre dans un bâtiment, de sa perception et puis de son fonctionnement naturel, eh bien, on arrive à avoir quelque chose où on peut se passer d'énergie. Puis ensuite, effectivement, on est dans des milieux extrêmes et cette énergie, on va en avoir besoin et on va développer des sujets qui sont autour de l'innovation qu'on a apportée dans ces systèmes énergétiques. On développera aussi, mais peut-être pas de façon détaillée, des éléments constructifs qui sont innés à ce prototype. Et peut-être que Philippe, tu peux nous en parler quelques minutes de ces éléments constructifs, et puis en particulier des liaisons béton-bois qui peuvent avoir un intérêt, car le béton nous apporte notre masse thermique dans ce bâtiment léger. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, le bois dans ce genre de contexte de climat chaud, de construction en climat chaud, c'est pas une évidence. C'est vraiment pas une évidence, à tel point qu'effectivement, c'est intervenu même dans ce projet un peu sur le tard. C'est pour ça que la filière bois n'a pas eu le temps de proposer beaucoup d'innovations. Par contre, c'est l'occasion effectivement d'aller un petit peu plus loin maintenant, et en particulier sur les systèmes constructifs bois-béton, et en particulier sur les planchers. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le dernier article sur Le Monde qui parle de la place du bois dans les prochains JO 2024. Qui est extrêmement importante, et parmi un des points à souligner, c'est justement sur les planchers, et un des points importants qu'il va falloir développer, c'est les planchers, c'est l'efficience des planchers, non seulement en termes mécaniques, mais en termes multifonctionnels, parce qu'un plancher, ça a plein de fonctions. Alors, on travaille déjà, nous, à l'Université de Bordeaux, à I2M, en collaboration avec le Québec sur ces planchers mixtes bois-béton. Les Québécois mettent beaucoup d'espoir, beaucoup de moyens de recherche sur puisqu'ils ont de très nombreuses thèses en cours sur le sujet. Nous, on en a une en collaboration avec eux, et c'est effectivement dans cet objectif de cette obligation de résultats très prochaine, c'est l'occasion de boucler et de développer quelque chose qu'on a déjà commencé avec les Québécois, mais qui, dans ce contexte d'habiter en climat chaud, dans cet objectif de multifonctionnalité du plancher, revêt toute sa valeur. Merci Philippe. Donc aussi gestionnaire de filière et aussi encadrant fort de ce projet Bicticool. Zakaria, peut-être que tu peux nous parler quelques instants de Radiative Sky Cooling. D'accord. Vas-y. Donc on va commencer par aborder les systèmes énergétiques. Donc bonjour tout le monde. Donc c'est Zakaria Ketouane, je suis en postdoc à l'I2M. Et j'ai participé sur le projet pendant 1 année et demie. Donc j'ai travaillé principalement sur la partie système énergétique, et notamment sur la partie Radiative Sky Cooling, qui est le système de rafraîchissement radiatif qui fait partie des systèmes technologies qu'on a intégrés sur le projet. Et en fait, ce système-là, il est constitué de 3 composants principaux. Donc on a des panneaux à circulation d'eau, donc c'est des échangeurs au ciel qu'on a installés sur le toit. Donc on voyait sur les 2 côtés est et ouest. Donc c'est des panneaux qu'on a fabriqués avec Nobatec INF4. Et puis on a le deuxième composant qui est le stockage, et un troisième composant, donc qui sont des émetteurs radiants, des panneaux à circulation d'eau aussi, qui sont installés et bien intégrés dans la cuisine. Donc le fonctionnement de ce système, donc, qui est en boucle fermée, donc, nous permet de produire la nuit, donc lorsqu'il n'y a pas de soleil, de l'eau froide, donc par échange radiative avec la voûte céleste. Donc cette eau froide qui est produite la nuit, elle est stockée dans le ballon de stockage qui est dans le local technique.
Et pendant la journée, donc lorsqu'on a besoin de rafraîchissement, on fait circuler cette eau froide donc, dans les panneaux, donc dans les émetteurs radiants qui se trouvent dans la cuisine. Donc c'est une partie, si vous voulez, qui participe à assurer une partie des besoins en climatisation de la maison. Donc par la suite, donc ça c'est ce qui est installé, donc c'est l'état actuel des choses. Et l'objectif donc que nous avions, c'est d'abord d'évaluer les performances des capteurs, donc dans un climat qui est extrêmement chaud et Et puis aussi à travers ces résultats, les résultats qu'on va obtenir, on va pouvoir valider donc certains modèles qu'on a développés avant, donc pour pouvoir après évaluer les performances de ce type d'installation dans différentes conditions climatiques. Aussi, l'analyse des résultats va nous permettre d'améliorer les lois de pilotage, donc les pilotages des circulateurs, vu que c'est un système qui est semi-passif, donc ça utilise une source gratuite de froid, qui est le ciel, et ça consomme pas beaucoup d'énergie, puisqu'il n'y a que des circulateurs qui font circuler de l'eau dans la boucle production et dans la boucle diffusion. Donc le dernier volet de recherche qu'on a comme objectif, c'est de développer des revêtements sélectifs, donc des revêtements de surface, pour améliorer les propriétés optiques des panneaux et ainsi améliorer les performances énergétiques de toute l'installation. Voilà. Merci Zakaria. Donc c'est un sujet de recherche où l'ensemble des choses que vous avez vues, c'est des premiers prototypes qui ont été fabriqués dans le cadre du Solar Décathlon. Des échangeurs à eau avec stockage, bien jusqu'à maintenant dans la biblio, j'en connais pas. Et puis voilà, donc on va venir tester ça. Zakaria est issu de l'université Mohamed V, qui est un fort partenaire pour la suite de ce projet. Est arrivé ici grâce à une bourse Erasmus+ fournie, gagnée auprès de l'université de Bordeaux, puis ensuite a été salarié du projet Baïticool. Et maintenant postdoc à l'I2M dans le cadre du laboratoire INEF4 Nobatec. Alain. Oui, merci Denis. Donc Alain Sampé, Université de Bordeaux, Institut de mécanique et d'ingénierie. Donc effectivement, les panneaux radiatifs qui viennent de nous être présentés par Zakaria viennent s'intégrer dans un système polyénergie dont le but est de répondre aux différents usages. Polyénergie, pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de tirer profit en fait, de toutes les ressources à notre disposition. Alors en plus, dans le cadre du concours, les ressources qui nous étaient autorisées, pas l'éolien par exemple. Donc répondre aux différents usages, on a bien sûr les usages thermiques, production d'eau chaude par exemple, sanitaire, et puis ici évidemment le plus gros problème c'était plutôt l'usage de rafraîchissement de la maison, pour lequel les panneaux radiatifs, les panneaux blancs donc à droite, ont été associés à un groupe froid assez ordinaire mais avec de plus petites puissances possibles. Les besoins également électriques, pour lesquels on a associé des panneaux solaires photovoltaïques qui ont déjà été présentés par Philippe au réseau électrique auquel nous étions connectés. Et que ce soit pour les usages électriques ou les usages thermiques, on a rajouté des systèmes de stockage donc sous forme de batterie électrique ou de ballot. Donc c'est donc un système relativement complexe qu'il va falloir apprendre à gérer. Pour cela, on va bénéficier dès cet été du Living Lab, puisque le prototype va être occupé par 3 étudiants qui vont y vivre et donc qui vont y développer des usages. Alors on a installé, il y avait déjà pas mal de capteurs dans le prototype, on vient d'en installer d'autres, on va encore en installer d'ici juillet. Le but de l'été et de cette campagne de mesure, ça va être effectivement d'obtenir le plus d'informations possible sur le comportement réel du bâtiment et sur le couplage des systèmes avec l'enveloppe du bâtiment. Alors l'objectif de ce projet de recherche, qui devrait démarrer, on l'espère, début septembre, dans le cadre d'une thèse, on attend encore la confirmation du financement, c'est d'appliquer les techniques d'intelligence artificielle en utilisant ces données afin d'apprendre à modéliser ce système et essayer d'utiliser cette modélisation pour optimiser le comportement et le pilotage du système. Alors ça c'est au niveau du bâtiment, mais on peut très bien aussi penser à la même stratégie, mais au niveau de l'échelle du quartier ou de la ville. Donc dans ce cas-là, le prototype en bas à gauche vient s'intégrer au sein d'autres maisons, de bureaux, d'usines, pourquoi pas, avec différentes sources de production. On retrouve photovoltaïque, on va pourquoi pas rajouter l'éolien et puis d'autres énergies.
On a déjà un projet qui a démarré, un projet qui est mené par le DIWA. Le DIWA, c'est le ministère de l'Énergie et de l'Eau aux Émirats Arabes Unis, un réseau dans lequel on a été intégré, dans un projet dans lequel on a été intégré dans un réseau virtuel multisite. Denis, je te rends la parole. Donc, comme on a parlé un petit peu, Ferran, au départ, on a eu une attention toute particulière, dès le départ de la conception du projet, au cycle de l'eau, pour essayer d'avoir une utilisation au moins double de toutes les eaux qui sont soutirées au réseau. Donc là, sur le site de compétition, pas de réseau, simplement un réservoir au départ, et puis un réservoir à la fin, où on compte le volume consommé sur la période de concours. Donc, ce à quoi on va être amené à travailler cet été et à l'automne, c'est sur le couplage des systèmes qui ont été développés. Donc un système co-développé avec Nobatec INEF4 de traitement d'eau, avec un couplage dans celui-ci d'une lombrifiltration qui est développée depuis une dizaine d'années, on va dire au sens large sur le campus de Bordeaux, et d'un traitement par UV développé par un partenaire qui habite dans la région de Aix. Donc, couplage de ceci avec un prototype fortement intégré à l'architecture d'aquaponie qui a été développé par Bertrand Canigani avec une société naissante dans le Pays Basque et très apprécié sur place avec pas mal de grands hôtels qui lui ont demandé de faire ce genre de choses dans leur zone d'accueil tout du moins. Donc intégré dans le patio avec une production vivrière associée qui permet pas forcément d'être complètement autonome, mais d'aller vers l'autonomie en nourricière en milieu hostile. Bien sûr, tout un système d'irrigation avec notre partenaire habituel de tous les Solars Décathlon, à qui je donne la parole pour 15 secondes. C'est gentil. Bonjour à tous, Liman Araki, donc société Copebat Epifit. Quoi dire, on a fait avec les moyens du bord pour la toiture végétalisée, puisqu'on parle de ça. Et il y aura encore beaucoup à faire pour faire de la végétalisation en pays chaud, pour que ça soit pertinent, pour que ça soit durable, et travailler notamment sur le substrat, sur les végétaux les plus locaux possibles, et puis sur le cycle de l'eau, notamment sa réutilisation. Voilà, merci. Merci. Donc actuellement, grâce à Axel qui a travaillé pendant un mois là, sur le site, eh bien, la partie irrigation est remise en route avec beaucoup d'autres choses. Oui, bonjour à tous. Alors, la partie irrigation est remise en route en effet. Après, le but de ma mission, c'était quand même de partir pour fiabiliser tous les systèmes. Ça va être le but de la seconde mission. Disons que là, c'était plus de la rénovation que de la fiabilisation. Mais on compte bien quand même relancer tout ce qui est irrigation. Le traitement des eaux, il y a eu un gros diagnostic de fait dessus, déjà. Pour l'usage interne, on est aussi presque à la fin de la rénovation et même à la fiabilisation. L'aquaponie, ce sera pour la mission prochaine. Mais en tout cas, l'irrigation, maintenant, est fonctionnelle. Il n'y a plus qu'à la fiabiliser. Voilà. Merci Axel. Et donc l'objectif du projet de recherche qui est lancé dans le cadre d'une thèse avec comme étudiante en thèse Vidya Mohan, qui est une de nos deux collègues de Amity University, qui est notre partenaire à Dubaï, qui notamment nous a fourni 2500 nuitées pendant tout le projet, et gratuitement pour le logement de nos étudiants. Oui. Ensuite, autour de ça, il y a bien sûr toute une intelligence, et l'intelligence, elle a été développée par une société Flovea qui va parler maintenant, qui travaille en collaboration avec l'I2M notamment. Oui, bonjour à tous. Donc ce projet nous a été amené par Philippe et Patrick Sébastien, qui est là je crois, et c'était un défi pour nous. C'est venu se rajouter à notre charge de travail, et notamment notre développement et notre innovation. Et ça nous a amené plein de sujets de réflexion, ça nous a amené une prise directe avec la vraie vie, puisqu'on est passé de l'innovation à la mise en application. Et ça nous a valu aussi de collaborer avec des jeunes gens qui étaient dynamiques, énergiques, et
Et c'était un plaisir. Il y a encore plein de choses à faire. On est complètement ouvert à continuer à développer. On est maintenant présent sur les pays du Golfe. Donc on est supporter du projet encore et encore. Merci. Merci. Signalons que Flovea est venu sur place. Signalons que Flovea est un élément, est un maillon important du projet, puisqu'on a développé un réseau d'eau domestique qui est, comme on le dit, sous contrôle et pilotage et intégration d'éléments d'intelligence artificielle. Et les deux premières Flowbox, finalement, vous les avez installées sur Byticool. Oui. Tu as sué toi-même sur site, puisque le patron d'une entreprise qui est en train de se développer, de monter une usine, de se transférer, il a trouvé quand même le moyen de faire deux missions techniques sur place. Et sur un élément très important, parce que le réseau d'eau, c'est pas simple. Encore une fois, c'est 12 jours pour monter un habitat complètement fonctionnel, beau, esthétique, mais surtout, je reviens, complètement fonctionnel au niveau de ces réseaux. Et c'est pas une mince affaire pour rendre tout ça étanche. Puisque vous avez vu, on a pas mal de réseaux hydrauliques. Donc, merci tout particulier, Thierry. Merci beaucoup. Merci Philippe pour ces précisions. Alain, des travaux développés par Alain et Ting Vogu. Oui, merci Denis. Donc, oui, thème architecture bioclimatique. Hein, j'ai déjà présenté la partie, on va dire, active de l'architecture bioclimatique, alors en général à laquelle on pense en second. Là, j'aborde la partie paroi. Alors, ce sont des parois, c'est une paroi verticale assez complexe. Hein, vous voyez ici les différentes couches de la paroi, les différents acteurs qui nous ont aidés. Complexe parce qu'avec de multiples fonctions, hein, que ce soit gérer la lumière, gérer la chaleur, hein, notamment les apports solaires, pas seulement, gérer également la vapeur d'eau. Alors chaque élément dans cette paroi, hein, est censé avoir sa fonction, ou quelques-uns, plusieurs fonctions. L'idée dans un nouveau projet de recherche, effectivement, c'est d'arriver à caractériser le fonctionnement global de la paroi. Hein, qui est composé par exemple de matériaux hygroscopiques, hein, avec de l'isolant en fibre de bois, des panneaux CLT, de matériaux à changement de phase avec les briques de terre crue, et puis également de systèmes innovants, hein, que ce soit d'un côté la toile Barisol ou de l'autre côté les panneaux de BFUP. Alors les carrés rouges avec des numéros, en fait c'est tous les capteurs qu'on vient de rajouter dans la paroi. Hein, Je donne la parole peut-être pour la terre crue. Voilà. Oui, une seconde. Oui, alors bonjour à tous et merci de nous avoir associés au projet et de nous avoir fait suivre cette belle aventure. D'ailleurs, on est venu applaudir les résultats d'ailleurs là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes fabricants de tout à fait d'autres choses, de produits réfractaires isolants pour l'industrie. Nous avons un marché mondial et nous avions aussi des rendez-vous là-bas que nous avons provoqués à l'occasion. Et nous développons depuis une dizaine d'années une recherche ou une réhabilitation de l'habitat à terre crue. Le travail sur la terre crue, nous avons fait beaucoup de travaux là-dessus. Et c'est la première fois qu'on travaille, ça vous intéresse, en aussi faible épaisseur, puisqu'on a repris des briques de chez nous, on les a reprises, retaillées, à la demande de M. Lagière, de Philippe Lagière, et on a fourni ce produit. Et on est extrêmement curieux de voir comment il fonctionne, parce que nous, on était dans la masse, appuyés sur les techniques anciennes qui ont été un peu oubliées à la moitié du XXe siècle. On se retrouve avec d'autres applications, finalement. Et ce qu'on a recherché pendant 10 ans à copier ou à refaire avec une usine qui nous le permet, on peut l'adapter différemment. Et j'ai l'impression qu'on est passé de la moitié du XXe siècle à la moitié du XXIe tout d'un coup. Là. Et c'est grâce à vous. Alors je voudrais vous remercier. Et on est très heureux d'avoir suivi. Et on est prêt à suivre. Et je pense qu'on viendra en 2020, parce que c'est un peu notre navette aussi. Je pense que sans masse thermique, la paroi serait différente, mais avec des isolants citoyens. Bonjour, Jean-Baptiste Lucas du Relais Métis. Alors on n'est pas prévu nous dans la paroi extérieure, on est dans les parois intérieures. Mais effectivement on est particulièrement fiers de participer à ce projet Byticool porté par des étudiants, parce que comme vient de le dire monsieur, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont oubliées dans la moitié du 20e, et ça nous permet de remettre un petit peu en valeur des isolants biosourcés et performants aussi. Et effectivement, on commence à reparler de masse thermique et d'habitat chaud, on va dire ça comme ça. Et Byticool, effectivement, ça permet quand même de mettre en valeur les performances de matériaux qu'on a parfois un petit peu oubliés, de les remettre sur le devant de la scène, et en plus de montrer aussi qu'il y a quand même une scène montante d'étudiants et une volonté aujourd'hui un petit peu globale de revenir vers de meilleures performances. Voilà. Merci. Merci à vous.
Donc effectivement, cette paroi, on a envie de voir comment elle se comporte. Donc comme je disais, on a rajouté 12 capteurs de température et d'humidité. Alors Axel, tu as déjà témoigné tout à l'heure des premiers éléments de la mission du mois de mai. Alors Tom ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, donc j'ai rajouté quelques photos de son travail. Donc Tom, qui est un étudiant en Master 1 de physique de l'université, qui a fait un séjour 3 semaines pour instrumenter la paroi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement réouvrir la paroi, c'est la photo à gauche, découper les différentes couches pour réussir à intégrer entre ces couches des capteurs température humidité. Alors c'est la partie juste à gauche, derrière le panneau de béton qui a été instrumenté, aussi bien côté extérieur, c'est la photo du milieu, que côté intérieur. Alors vous voyez, on a un peu martyrisé une brique de terre crue pour réussir à lui intégrer un capteur de température et d'humidité. Donc ce projet-là aussi va nous donner dès cet été des mesures qui vont nous permettre effectivement de vérifier et d'affirmer un petit peu le comportement de cette paroi. Donc Tom Alvaredo, qui était avec Axel à Dubaï et qui fera l'année prochaine un Master 2 cohabilité entre l'Université de Bordeaux et l'École d'architecture autour du confort à l'échelle du bâtiment et urbaine. Alors, plusieurs sujets qui démarrent aussi au travers d'Abraham Samuel, qui est aussi un collègue de l'université d'Amity, qui commence sa thèse où lui, il va avoir une évaluation de l'ensemble des innovations qui sont dans le bâtiment, vue du côté de l'usager et puis du fonctionnement bioclimatique de l'ensemble et de la perception de celle-ci. Donc la thèse est en cours de démarrage. Pour entrer un peu plus dans le détail, il va faire un travail détaillé que là je redétaille, lui, à une échelle autre que l'intérieur du bâtiment, mais l'extérieur de celui-ci sur le patio. C'est-à-dire d'autres travaux de thèse de Rémi Goinfond qui démarrent sur l'estimation couplée des performances et de l'usage de ce patio pour le projet, le bâtiment lui-même. Donc c'est une estimation effectivement d'un point de vue énergétique. Comment est-ce on va avoir un microclimat qui est créé par d'une part la végétalisation, d'autre part par l'ouverture et la fermeture en jour-nuit, d'autre part par l'ouverture et la fermeture sur l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, et enfin sur des états de surface. Voilà les principaux paramètres. Et l'idée, c'est d'essayer de jouer sur l'ensemble de ces paramètres, d'être capable de le modéliser pour savoir qu'est-ce que ce patio va venir apporter au bâtiment en dehors de tout ce qui est d'usage, ce qu'il va venir apporter en termes d'usage, et voir si, globalement, en final, il y a un bénéfice ou il y a un non-bénéfice de ce système qui vient faire un trou dans un bâtiment, donc rajouter beaucoup de contraintes technologiques et puis beaucoup de surface aussi d'échange avec l'extérieur, ce qui n'est pas une évidence en climat chaud. Donc une thèse d'un collègue de l'école d'architecture qui démarre sur ce point. Voilà, on a fait un petit peu le tour des développements en recherche très rapidement en l'espace de quelques minutes dans cet exposé. Et bien maintenant, je vais inviter Camille, Eric et Xavier à revenir sur la console. Et pendant qu'il s'installe, je vais donner la parole à Jean-Christophe Batsal qui va se présenter et intervenir. Voilà. Alors, très rapidement, vous avez tous les chercheurs que vous avez entendus, là, c'est des chercheurs d'I2M. Donc I2M, c'est l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Donc vous voyez, la mécanique, c'est pas que les moteurs de voitures, c'est la circulation des fluides, c'est la résistance des matériaux, c'est la thermique, l'analyse des systèmes, etc. Et donc, je suis moi aussi très fier que tous ces chercheurs soient intervenus. Ce que je voudrais dire, c'est que I2M, c'est une UMR. Alors UMR, ça veut dire unité mixte de recherche. Et ça veut dire que, en fait,
les chercheurs ou les enseignants-chercheurs qui ont engagé tout le monde dans cette aventure, eh bien, ils viennent à la fois de l'université, de l'ENSAM, du CNRS, de l'INRA pour certains, de l'Institut Polytechnique de Bordeaux, IPB, et aussi de l'école d'architecture. Et on œuvre beaucoup à Bordeaux pour que tout ce petit monde travaille ensemble, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas de cloison, contrairement à l'habitat. Nous, on essaie qu'il n'y ait pas de cloison, que les gens se parlent. Et vraiment, là, je trouve que c'est une réalisation extraordinaire. Donc, je peux qu'être très fier. Voilà. Deuxième point, vous voyez, la recherche, c'est pas qu'un savant cosinus dans son coin qui fait des équations et puis qui regarde pas trop ailleurs. C'est aussi le regard tourné vers l'application. Et donc, construire une maison, il n'y avait rien de plus beau pour réunir les gens et puis pour justement faire en sorte que les équations aboutissent. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Moi, ce qui me préoccupe dans un labo, c'est ce qui sort des nuages. Vous voyez, là où on est les meilleurs, là où on peut internationalement porter notre savoir-faire. Et là, il y a eu 2 ou 3 points, peut-être que mes collègues n'ont pas assez insisté, mais je suis très fier du fait que nous ayons, par exemple, été les seuls, enfin mes collègues aient été les seuls à introduire des analyses de cycle de vie. C'est-à-dire que tous les matériaux que vous avez vus sont des matériaux dont on a analysé la provenance, l'énergie de fabrication, le devenir, et puis la réintégration en fin de vie, etc. Et ça, c'est très nouveau. Autrefois, les concepteurs, c'était des ingénieurs, bien sûr, mais ils n'étaient qu'ingénieurs, ils travaillaient sur une planche à dessin, et ils s'occupaient de construire une machine, mais ils ne s'occupaient pas trop de la fin de vie de cette machine. Là, vraiment, il y a un pas qui est franchi, et c'était la seule équipe qui avait fait cette analyse-là. De la même façon, bien sûr, l'analyse énergétique était très forte. Il manquait peut-être, on s'est raté un petit peu sur l'acoustique par exemple, alors qu'on a de très bonnes équipes d'acoustique, et je pense que pour les prochaines fois, ça sera très important. La dernière chose que je voudrais dire, et dont je suis très fier, c'est que la recherche, c'est pas que des choses sur des temps très courts. Là, ils ont construit une maison en quelques semaines. La recherche, c'est les temps longs. C'est-à-dire, quand on construit une maison, on a envie qu'elle dure très longtemps, et qu'elle soit transmise aux générations futures. Et donc, la notion de temps, on l'a vu là très souvent sur la durabilité des matériaux, sur le fait que la maison reste longtemps sur le site et qu'elle soit encore exploitée. Ces recherches, elles ont commencé il y a longtemps. Napévomo, la première maison qui a été construite déjà par presque l'équipe qui est là, elle a été construite, je crois, en 2012 ou 2010. Ensuite, il y a eu Symbiosis. Ensuite, il y a eu l'organisation du Solar Décathlon à Versailles. Là, il y a cet effort d'aller vers l'Orient, l'Orient compliqué, mystérieux, finalement toute la planète. Et puis, voilà, moi j'ai qu'un souhait, c'est que ça ne s'arrête pas, quoi. Qu'on aille vers les temps encore plus longs et que vous tous qui êtes dans cette salle participiez à l'aventure pour encore de nombreuses années. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Effectivement, l'aventure elle dure depuis une dizaine d'années et elle permet le rapprochement de l'ensemble des collègues d'établissements différents. Et j'ai bien entendu que tu les mettais tous dans l'I2M et c'est vraiment quelque chose qu'on doit construire au niveau du campus. Un certain nombre de questions qui sont inscrites au tableau, je dirais, auquel vous avez déjà commencé à répondre en introduction. C'est-à-dire que comment on fait pour consolider les formats pédagogiques, les formats de recherche, etc., qu'on développe au travers de ce projet. Ce projet a très bien fonctionné parce qu'un ensemble de collègues a toujours amené des facilités, que ce soit l'école d'architecture, à l'ENSAM, les ateliers de l'école d'architecture ici présents, ceux de l'ENSAM qui on pense aussi. Enfin, il y a une sauce qui a très bien pris, mais qu'on souhaite essayer de faire rentrer un peu plus structurellement dans le futur, dans la construction sur la longue durée. Bon, je commence peut-être sur la première ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a vu le
bilan de l'activité de Baïticool, projet qui a amené au concours et donc au résultat qu'on a eu, cette 3e place. Et puis maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Donc c'est le Baïticool Living Lab qui est aujourd'hui installé à Dubaï. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, c'est loin. C'est dans un pays, je dirais, où finalement les infrastructures de recherche sont assez limitées. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une réelle volonté de nos partenaires de nous accompagner pour garder cette structure sur place. Jusqu'à quand? Bon, ça, c'est des discussions qu'on a au sein du consortium. Mais c'est vrai qu'on veut... Pour maintenir cette dynamique, il faut absolument qu'il y ait cette maison qui continue à exister là-bas, ne serait-ce que cette année, pour pouvoir faire tous les tests, et les tests dans une situation assez réelle, puisqu'on va avoir tout l'été pour pouvoir faire les mesures. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut absolument stabiliser. Ça, on sait bien que la stabilisation passe par des enjeux financiers. Donc c'est vrai que la question de maintenir cette dynamique, elle passe aussi par une consolidation budgétaire pour pouvoir maintenir cette activité, continuer à faire bouger nos étudiants, les accompagner, les enseignants-chercheurs. Voilà. Donc ça c'est un peu une réalité, pardon pour être près des sous, mais c'est vrai que ça c'est... Alors je pense qu'on l'a stabilisé aujourd'hui, mais bon, disons qu'il faut le surveiller, il faut continuer à aller dans le sens d'un accompagnement. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une entité comme une structure comme Baïticool, ce Living Lab, où on va pouvoir continuer à faire des mesures, pouvoir continuer à former des jeunes, pouvoir continuer à avoir des résultats à la fois sur donc capteurs pour tout ce qui est thermique, mais aussi la durabilité, le cycle de vie des matériaux. Je pense que c'est un formidable outil à la fois pédagogique et de recherche. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, forcément, pour l'Université de Bordeaux et certainement pour tous les autres établissements, de pouvoir disposer de Living Lab, ça, c'est un enjeu pour le futur. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a ce genre de Living Lab, où on peut associer finalement beaucoup de compétences pédagogiques, beaucoup de compétences technologiques, beaucoup de compétences de recherche. Donc je pense que là, il faut absolument aller dans ce type d'expérimentation. Donc ça s'y prête peut-être bien, le bâtiment durable, l'association technologie, architecture, on voit très bien, et puis on voit les développements possibles sur les nouvelles méthodes que les machines peuvent développer, la cobotique, ce que tu disais Xavier, la cobotique, l'intelligence artificielle, où on va essayer de capitaliser sur toutes les données qui vont être récupérées, parce que là on va en avoir beaucoup de données. Donc voilà, ça c'est un formidable outil qui pourrait servir à d'autres disciplines. Mais c'est vrai que l'association multidisciplinaire, le Living Lab, c'est un formidable outil qui associe pédagogie, recherche et transfert. Oui, en effet, c'est un outil excellent pour acquérir notamment pas mal de données, et aujourd'hui il nous manque des données pour aller encore plus loin avec l'IA. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien Baïticool, hein, le bâtiment là-bas, par contre il est très loin. Ce qu'il faut qu'on construise, c'est, je sais pas, hein, des modules de formation entre nous pour pouvoir continuer à former et puis avoir des expérimentations, des tests technologie ici, quoi, sur Talence ou Pessac. Alors, ça tombe bien puisque on a un projet qui s'appelle Earth, où on veut refaire le bâtiment donc avec nos collègues de Nobatech. Et ça fait partie des deux spécialités du campus ENSAM de Bordeaux, puisque la première spécialité c'est l'aéronautique et l'espace, et la deuxième c'est le développement durable et puis la construction durable. Donc ça explique aussi pour la construction durable qu'on abrite Nobatech INEF 4
sur le campus, et on a eu, grâce au conseil régional, que je remercie encore, un volant budgétaire très important qui sera complété, je crois, par du plan d'investissement d'avenir pour Nobatec pour installer des matériels. Donc c'est dans ce bâtiment aussi qu'a été construit ou conçu, puisqu'il y a une salle Baïtikoul qui existe encore, donc le projet. Et je crois qu'il faudrait qu'on crée entre nous les conditions qui vont bien pour que les enseignants-chercheurs, avec I2M, les enseignants et autres, travaillent ensemble sur des projets pour tester les technologies et puis modéliser, introduire les jumeaux virtuels pour tout un tas de technologies comme ça, hein, comme on fait pour d'autres, pour l'aéronautique ou autre. Donc jumeaux virtuels de bâtiments durables, l'IA, etc. Il faudrait vraiment qu'on fasse ça, et on a tous les outils avec le laboratoire I2M et les laboratoires de l'Université de Bordeaux pour ça. Donc à l'occasion du projet EARTH, le prochain comité de pilotage est le 2 juillet, je crois, on va pouvoir en reparler, et il faudrait que ce soit un bâtiment qui abrite aussi des conditions pour pouvoir faire ça. Voilà. Et puis peut-être créer, on en avait parlé, hein, créer... je sais pas, un diplôme commun ou un truc comme ça avec, avec vous. Je pense qu'on est très complémentaires, hein, arts et métiers, et puis ils sont arts et métiers, c'est les pieds sur terre, hein, donc ce sont les technologies, voilà, mais il faut aussi concevoir et avoir un peu aussi les idées, donc la complémentarité est très bonne. Donc cette complémentarité, au moins pour les arts et métiers, est recherchée, hein, c'est ce qu'on fait aussi pour l'espace, puisqu'on va signer un centre spatial universitaire avec d'autres écoles, hein, l'école de Poitiers, l'ANSMA, l'ESTIA, Bordeaux INP, et puis Sciences Po Bordeaux. Donc on signe ça au Bourget la semaine prochaine. Bon, je crois qu'il faut créer des conditions comme ça pour que derrière, les élèves et puis les enseignants-chercheurs et nos personnels puissent travailler ensemble sur des projets européens, régionaux et autres. Donc il faut qu'on continue à réfléchir à ça. Ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas, côté université, Eric, je sais pas, on avait imaginé aussi un rapprochement avec les Émirats, les universités des Émirats, pour justement exploiter cette maison là-bas, quoi. Non, mais déjà, enfin, je pense que s'il y a les accords après la discussion, on l'a au niveau des relations internationales de l'université. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut mettre des moyens dans toutes les relations qu'on a. Donc, une nouvelle relation avec les Émirats arabes unis, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre au niveau opérationnel. Mais en tout cas, on est tout à fait, nous, au niveau de l'université, à mener des actions ponctuelles pour pouvoir accompagner le projet Baïtikoul, avoir une relation institutionnelle avec tous les pays tous les Émirats, c'est peut-être pas forcément à l'ordre du jour. En revanche, continuer d'appuyer ponctuellement le projet et de faire tout ce qu'il faut pour avoir une relation avec nos partenaires, je pense que ça, on continuera à le faire. Donc effectivement, on a, je pense, vu à travers tous les exposés, les témoignages qui ont été apportés, à quel point ce résultat est lié vraiment à un investissement très très fort de tous, et quelque part relève parfois un peu du tour de force. Et c'est ce que je retiens aussi de l'expérience, en tous les cas, qui a été menée, c'est que on a besoin, du coup, maintenant qu'on est fort de cette expérience, je reviendrai sur ce qu'elle a apporté, de pouvoir effectivement transformer un peu les manières de faire entre nous, puisqu'on on a vu qu'on arrivait quand même à faire de grandes choses, de manière à faire rentrer peut-être dans les maquettes pédagogiques de façon plus assurée, que ce ne soit pas une découverte à chaque fois, un parcours du combattant pour chacun. Les questions de le montage de ce genre de projet, c'est vrai qu'en école d'architecture, on ouvre des halles expérimentales, on attend la construction de celle de l'école de Bordeaux, donc on est soutenu pour fabriquer en une dimension, c'est quelque chose qui était très important pour les étudiants en architecture en tous les cas, le transdisciplinaire ou l'interdisciplinaire aussi, bien évidemment, notamment sur les sciences de l'art de
de bâtir et de l'ingénieur. Hein. C'est un des domaines à peut-être consolider dans nos écoles. Il y en a bien d'autres très très performants aussi, hein, puisque l'architecte a d'autres cordes à son arc que celui de la technique ou du fait de bâtir, mais c'est quand même un élément fondamental qui doit être renforcé. Ce que je tire aussi comme expérience de ce qui s'est passé, c'est que on peut avoir des projets ambitieux inter-années, en fait. D'une certaine manière, la passation de témoins et le fait que les étudiants puissent se relayer sur un même sujet sans perdre le fil de la continuité, en gardant l'excellence, c'est quand même une démonstration de savoir-faire qu'il faut capitaliser et de méthodes de travail qu'on peut peut-être reproduire. Enfin, j'ai pas de plan en tête, hein. C'est bien sûr les instances qui se pencheront sur cette question, mais en tous les cas, et les enseignants, mais en tous les cas, sur ces sujets-là, le temps long, l'intervention de plusieurs niveaux d'études est quand même intéressant. On l'a souligné, le fait d'y mettre des ECTS à la clé. Hein. Ferran parlait de crédit, il s'agissait de crédit d'études, bien entendu. L'apport interétablissement, évidemment, est fondamental dans ces moments-là. Et donc, le fait de fabriquer un lieu, effectivement, même si celui de Dubaï va continuer d'exister, on voit qu'il est appareillé. Je suis contente de savoir que l'aquaponie est remise en fonction. On avait apporté quelques éléments extra-frontières pour le faire marcher. Je crois que certains avaient pris des verres dans leur poche. Enfin, bon, bref. On se désespérait un peu que cet aquarium qui avait fait le clou un peu du projet pour les enfants notamment, enfin c'était un aspect visible, hein, parce que vous avez vu qu'il y avait énormément de choses cachées qui étaient très très performants et qui ont donné lieu à des prouesses aussi et à des développements. La question du travail en réseau avec les entreprises aussi est peut-être quelque chose que l'on doit développer dans nos écoles. Et pour faire tout ça, effectivement, on a besoin également de mettre des moyens et de les avoir, évidemment, dans l'enseignement supérieur pour tout ce qui va être support sur ces projets-là. Parce que c'est pas forcément aux enseignants toujours de monter tous les dossiers de subventions, etc. Hein, c'est pas leur métier. Ils se retrouvent souvent à le faire. Côté administratif, on est quand même un peu limité dans la gestion de l'opérationnel quotidien qui est très chronophage, et c'est normal, hein, l'accompagnement des études, des étudiants. Donc on a peut-être aussi à réfléchir dans la structuration de nos méthodes de travail dans les établissements à la fabrication de services un peu d'appui à ce genre de projets novateurs, mais même à partir du moment où on veut aller les intégrer dans le système classique, on va dire, parce que ce sera bien qu'on fasse d'autres projets novateurs qui seront du débroussaillage et qui vont ouvrir d'autres perspectives, mais qu'on puisse le transformer ensuite. Et ça, c'est tout un travail de capitalisation des méthodes, des données, qui pourrait être aussi mutualisé inter-école d'architecture. Je me tourne vers mon ministère de tutelle, puisque des Solar Décathlon, il y en a d'autres. Il y a d'autres écoles qui participent en ce moment. Il y a d'autres universités. Donc c'est pas mal aussi de voir nationalement à regarder comment tous ces projets peuvent sortir de l'expérimental en matière de méthode, j'entends, hein, pas de recherche, bien sûr. Voilà en tous les cas ce que je pourrais tirer un peu globalement et génériquement, hein, sans rentrer dans le détail technique de tout ce qu'a apporté ce projet, en tous les cas pour nos établissements. Je voudrais juste rajouter, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de fonctions support et soutien pour ce type de projet. Bon, on voit le travail de Julie, hein, qui a été à la coordination. Et elle n'était pas à plein temps sur le sujet, mais voilà, ça a permis on voit bien l'investissement des enseignants-chercheurs, hein, donc les quatre principaux, hein, qui ont été présents pour régler à la fois les problématiques pédagogiques et techniques et de recherche, mais aussi humaines. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Donc on se rend compte qu'il y a, pour mener à terme un projet comme celui-là, un investissement humain
qui se calcule pas en crédit ECTS, en prime ou en décharge. Et c'est vrai que nos établissements, parfois aussi, n'arrivent pas à mettre en valeur cet investissement. Voilà, ça c'est comme ça, c'est un fait, mais c'est vrai qu'on doit œuvrer pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance de ces activités-là. Peut-être un point sur l'activité de recherche. C'est vrai que, en fait, on se rend compte que l'innovation et la belle innovation se passe beaucoup au niveau des interfaces entre disciplines. Et sur ce projet-là, on n'est pas vraiment ancré dans une recherche fondamentale, mais plutôt une recherche qui s'inspire de la réalité. Donc on va dire peut-être, dans notre jargon, une recherche peut-être un peu plus appliquée, mais qui fait sans cesse aller-retour entre l'application et puis des théories, l'application et des théories. Et c'est vrai que ce Living Lab, donc en dehors de l'activité pédagogique, il est un très bel outil pour faire ces allers-retours entre des données qui sont issues d'une application et puis il y a des théories qui vont se développer dans les unités de recherche, dans le cerveau des chercheurs. Et ça aussi, d'avoir un objet, même si c'est très loin, si on peut l'entretenir le plus de temps possible, il va pouvoir nous donner des informations. Si on peut arriver à financer ces voyages d'étudiants, de post-doc, de thésards et des enseignants-chercheurs et chercheurs, c'est là qu'on peut faire fructifier vraiment ce qu'il y a sur place. Bien sûr, si on pouvait avoir un jumeau ici, ça serait très bien, mais vu le temps qu'il y a en ce moment, il faudrait plus, je sais pas, le soleil qui va nous donner beaucoup d'informations. Ah oui, d'accord. Donc un jumeau numérique, mais bon, il faut quand même qu'il soit inspiré par le soleil aussi. Voilà. Donc je pense que voilà, si plus de temps on l'aura sur place, plus on aura de données et plus on pourra finalement consolider le modèle et les process. Je vais donner maintenant la parole à Gérard Blanchard et Valérie Bacchier pour conclure. Et je vous remercie beaucoup d'avoir parlé des besoins et puis des ressources à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Effectivement, quand on sort d'une compétition et qu'on va jusqu'à la valorisation en recherche, il y a une période de creux de la vague qui est en train de se remonter. Vous l'avez vu, il y a des étudiants sur place qui travaillent et puis qui vont rendre l'ensemble des éléments fonctionnels, on dirait, au 1er juillet. Et le gros enjeu pour nous, on a un support financier fort sur place qui est Amity University. On est logé gratuitement, nourri presque gratuitement. Le gros enjeu pour nous, c'est justement que cette vague déferle en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire sur la période où on peut expérimenter. On a en gros une dizaine de projets de recherche qui sont engagés, avec des moyens humains qui sont pour certains déjà financés, des post-docs, des thèses qui sont en demande, des thèses qui démarrent sur des collègues qui eux-mêmes sont aussi enseignants, donc sont financés. Mais on a un besoin de fonctionnement à très court terme qui va nous permettre d'acquérir l'ensemble de ces résultats expérimentaux et de déposer des projets de recherche plus approfondis à l'automne. Et ce besoin, il est à très court terme. Oui, donc bonjour, Valérie Vattier, je suis au bureau de la recherche en architecture, paysage et urbanisme au ministère de la Culture. J'étais précédemment à la direction de la recherche et innovation au ministère de l'écologie, donc le Solar Décathlon, je le suis depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis 2010 là en fait, dont on a parlé, ça fait une dizaine d'années, en ayant des casquettes différentes. Donc c'est une expérimentation qui dure et c'est très bien comme ça. J'étais aussi à Madrid en 2012 où effectivement l'équipe de Grenoble a été lauréate et je suis ravie que l'aventure continue. Je ne sais pas comment vous travaillez justement interécole. Enfin, vous disiez que vous aviez organisé avec l'ENSA de Grenoble de fait le Solar Décathlon 2014 qui était à Versailles aussi.
Mais est-ce que cette expérimentation, enfin ce genre de partenariat continue ou pas? Je vous pose la question parce qu'on a des grandes interrogations aussi sur ce qui se passe sur Grenoble aujourd'hui, notamment au travers des grands ateliers de l'île d'Abo, enfin, qui s'appellent Gaïa, avec une SAS Gaïa, avec une fondation Gaïa qui cherche un peu. Donc on se pose des questions aussi d'outils sur du temps long, sur ces questions d'expérimentation. Vous parliez de réseau Interensa. Enfin voilà, il faudra qu'on continue à en parler parce que ça me paraît important de trouver des outils pérennes. Donc il y a la question de la fondation, la question des chaires aussi, vous disiez, sur le plan administratif. Effectivement, on s'arrange avec ce qu'on a, hein, et tout le monde se mobilise, mais on est plutôt dans un système à un coût à chaque fois. Et comment pérenniser ces dispositifs? Cette question-là, du coup, se généralise de manière plus importante sur comment les expérimentations qui se passent dans les écoles sont connues, diffusées, communiquées. Enfin, le ministère de la Culture serait tout à fait preneur pour faire ce travail-là, de diffusion, de communication, d'échange. Parce qu'on parle beaucoup d'expérimentation, on a une demande forte au sein du ministère de la Culture par les professionnels. Il y a beaucoup de critiques en disant l'enseignement d'architecture n'est pas assez sur la culture constructive. C'est vrai qu'on est un des rares pays où, au fond, les architectes ne sont pas aussi ingénieurs, donc ça pose des questions aussi de métier, d'évolution des métiers. Hein. Donc nous, on a ce genre de préoccupation aujourd'hui. Donc la notion d'expérimentation et de développement des cultures constructives est extrêmement important pour nous au ministère dans l'évolution de l'enseignement en architecture et comment positionner les étudiants dans le cadre de l'enseignement, évidemment en alliant la recherche, et après pour développer des métiers qui permettent de bien s'insérer dans le monde de la construction. Donc moi, je tenais évidemment à saluer la notion de partenariat, à la fois le partenariat avec les universités. Ça, je pense aussi, c'est très important que les écoles mènent des projets dans leur univers territorial, hein, avec les universités locales, en plus internationales, là, si j'ai bien compris, puisqu'il y a une université à Dubaï, une université en Palestine, donc oui. Ça c'est très intéressant. Et puis évidemment, le deuxième champ, c'est le rapport avec les entreprises, c'est-à-dire qu'il y ait de l'expérimentation à la fois technique et architecturale en même temps, et que chacun apprenne l'un de l'autre avec une notion et un stimulant qui est l'innovation. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce genre d'expérience, et la question que je me posais en vous écoutant, c'est comment on arrive à mieux le faire savoir, ce que j'ai déjà dit, à le rendre transférable aussi sur des travaux, je dirais presque plus quotidiens, parce qu'on est quand même dans l'exceptionnel quand on parle du solar. Hein. Bon, vous voyez bien que votre prototype, maintenant, il est à Dubaï, c'est quand même un peu compliqué sur la suite, la continuité. On a des questions un peu de durabilité de ce genre d'expérimentation. Donc je pense qu'on a vraiment besoin collectivement de se poser ce genre de questions et de savoir comment on installe les modules de pédagogie et de recherche au sein des écoles et avec bien sûr les universités. Et je trouve très bien qu'il y ait une capacité à construire ensemble, hein, et ainsi qu'avec les entreprises. Voilà. Donc il faut certainement qu'on trouve des modules pédagogiques et de recherche un peu plus pérennes et qu'on structure ça pour que ce soit aussi plus lisible pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Je vais répondre très rapidement. Les liens entre l'ENSA Grenoble et l'ENSA Bordeaux existent encore. Par exemple, une de nos étudiantes, Kenza Shraubi, qui fait partie du projet, issue du Maroc, est actuellement embauchée par Pascal Rollet, qui est un ancien président du CA. Voilà. Donc ces liens existent toujours. Et je reviens sur un point, l'éloignement. Oui, l'éloignement est une difficulté, mais elle n'est pas majeure. Parce qu'en fait, toutes les données qu'on mesure, peut-être un peu moins celles sur l'eau, mais sont rapatriées en ligne ici. Et donc, quand les expérimentations seront mises en place, effectivement, on aura besoin de faire vivre des gens dans le bâtiment pour justement avoir les usages, mais la proximité existe, en fait. Et d'autre part, Baitikool, qui est devenu BK Lab, BK Living Lab, est un système expérimental qui va être expérimenté pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme tout système innovant, effectivement, au moment, en termes de recherche, il va devenir un petit peu obsolète,
obsolète et il faudra lui trouver une autre vie, comme nous avons trouvé des vies autres aux bâtiments qui ont été construits pour les Solar Décathlon 2010-2012 à l'ENSAM et à l'UT au département de l'Université de Bordeaux. Merci. Excusez-moi pour avoir pris la parole. Denis, est-ce que je peux... Oui, là. Je voulais juste apporter une réflexion à vos commentaires. Vous étiez tout à l'heure tous aussi autour de la table. C'est que il y a mes impressions, mon expérience en tant qu'enseignant. On a fait toute une aventure que là, elle arrive quelque part, elle arrive en terme. Il y a dans un an, maintenant dans un an, dans quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va en tirer des conclusions. Mais il y a autre chose que je trouve fondamentale, parce qu'on se pose aussi la question de l'avenir de l'école à long terme. Donc on essaie de voir une vision à long terme de comment l'enseignement de l'architecture sera dans 20 ans. Et c'est tellement, il nous semble tellement évident qu'aujourd'hui, dans un campus attirant, attractif pour faire venir des talents, le campus n'est pas constitué que de l'école d'archi, que de l'ENSAM, que de l'Université de Bordeaux, mais c'est un ensemble. Et je trouve qu'il y a un vrai manque aujourd'hui, alors que tous les grands, elle est là, la semence elle est là. On a créé un rapport, on a démontré que ça marche très bien, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Le réseau des connaissances est lié. Et pourtant, aujourd'hui encore, on est retranché chacun dans ces institutions. Et je crains, et on verra, le temps viendra, plus tard, sûrement, on remplira ces tranchées. Mais aujourd'hui, le boom de Baïti Cool, ça va se diluer. Et dans quelques mois, on sera chacun à nouveau dans ces institutions. Et ça serait très, très dommage. Je me dis aujourd'hui, vu comme on a et cet objectif d'ensemble de dire les meilleurs talents viendront là sur Bordeaux pour pouvoir avoir des doubles diplômes, des transversalités. Je ne parle pas que des projets ponctuels, je parle d'une véritable offre d'enseignement qui aujourd'hui, et c'est une réalité, elle est encore cloisonnée. Okay? C'est notre responsabilité de maintenant sur le campus, parce qu'on a les conditions pour le faire. Soyez moteurs, enfin les présidents, les directeurs, soyez moteurs, parce que si ça ne vient pas de haut, depuis notre position, même si on a toute la volonté au monde, on a montré que ça marche bien, c'est très difficile. Et tout y est pour le faire. Soyons visionnaires, offrons le meilleur campus du futur. Dans quelques temps, on peut y arriver. Voilà. Donc c'était le message que je voulais passer. Juste pour dire qu'on tombe quand même à une bonne période pour ça, puisqu'on repart dans l'évaluation de nos établissements l'année prochaine. Enfin, on a une nouvelle accréditation des formations, donc on a capacité à modifier nos maquettes pédagogiques là dans les prochaines années, avec une réflexion qui démarre dès l'année prochaine. En tout cas, nos instances en recherche l'ont compris, puisque le soutien financier du fort du ministère et de la région en Aquitaine. Merci, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, alors je suis Gérard Blanchard, donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui c'est un point important qu'il faut souligner. Alors moi tout d'abord, je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous avez fait et puis pour cette très belle troisième place. Je pense que ça met vraiment en visibilité tout le travail que vous avez fait, l'énorme compétence, expertise que vous avez su mobiliser auprès des étudiants, auprès des collègues enseignants-chercheurs. Je pense que c'est quand même, ça renvoie en tout cas une très très belle image de vos établissements et puis par la même occasion une belle image de notre région. Je voudrais vous remercier de vous être engagé dans ce challenge, c'est quand même pas rien. Je crois que la très belle présentation que vous avez faite aujourd'hui montre toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter, mais aussi on sent un enthousiasme extrêmement fort, aussi bien de la part des étudiants que des enseignants. Ça, je pense que c'est un point vraiment important et je vous remercie chaleureusement pour ça. Oui, on s'est engagé à vos côtés, à vous soutenir, à vous accompagner assez modestement, parce que c'est vous qui avez fait le travail et je suis très heureux au nom de la région de vous dire que voilà, on est bien content de vous avoir accompagné. Alors à titre personnel, je connaissais un tout petit peu Solar Décathlon puisque dans une petite vie antérieure, enfin je suis toujours enseignant-chercheur, mais j'ai présidé une université et pendant mon mandat, il y a un projet qui avait été coporté par l'Université de La Rochelle et une école d'architecture du Chili. Et donc c'était l'IUT La Rochelle qui était
Et donc justement, ça a été mentionné tout à l'heure, c'était le concours qui s'est tenu à Versailles il y a quelques années. Voilà, donc j'ai pu découvrir, j'avais été vraiment très emballé aussi par cette compétition. Ça met tout le monde au cœur de l'innovation. D'abord, c'est très collaboratif, travail partenarial, ça a été dit, au cœur de l'innovation. Innovation pédagogique, là la démonstration est faite, avec une pédagogie par projet. Le collègue l'a souligné, on atteint aussi assez vite les limites. Si dans nos établissements, on ne sait pas valoriser ça, hein, ça c'est clair que ça ne se fait pas sans qu'il y ait des conséquences évidemment sur la vie quotidienne. C'est de l'innovation aussi, on le voit, ça mobilise le laboratoire de recherche, je pense que c'est vraiment un point très important, les enseignants-chercheurs se sont mobilisés. La dimension partenariale qui est très forte, hein, on retrouve la dimension recherche collaborative, puisque là on a bien vu une mobilisation, on a vu la liste des entreprises qui sont mobilisées, il y a eu quelques témoignages qui montrent à quel point c'est extrêmement important, et dans cet aller-retour, comme le disait Eric tout à l'heure, voilà, il y a des problèmes à résoudre, on revient un petit peu en amont, voilà, donc cet échange entre l'amont et l'aval, je pense que c'est un point extrêmement important. Et puis aujourd'hui, votre projet, c'est pas juste un projet qui a été fait, vous le prolongez, et donc moi je ne peux que vous encourager à vouloir le prolonger, essayer de donner vie et de poursuivre à travers ce Living Lab, cette plateforme collaborative. Je pense que c'est un point extrêmement important. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher moi de revenir un petit peu sur les problématiques qui nous intéressent au niveau de la région et essayer de repositionner peut-être ce que vous avez fait dans le contexte régional actuel, qui est un écosystème important dans le domaine du bâtiment durable, de la construction durable, de l'adaptation au changement climatique. Je pense que ça, c'est un point important. La région est en train de changer un petit peu son paradigme et on va avoir une assemblée plénière dans un mois, là, le 9 juillet, qui s'appelle Néoterra, où on va essayer de regarder désormais toutes les politiques régionales que nous menons, quelles qu'elles soient, sous l'angle du changement climatique, des problèmes de biodiversité, l'adaptation au changement climatique. Et ça, je pense que c'est un point très important. Et nous avons développé un certain nombre d'éléments, alors aussi bien sur la partie développement économique que sur la partie qui me concerne plus directement, enseignement supérieur, recherche, innovation, autour de ces questionnements de construction et bâtiments durables. Alors du point de vue des développements économiques, on a une feuille de route qui est en cours d'élaboration autour de la construction durable. Ça a été lancé au mois de décembre par le président Rousset. Ça a donné l'occasion au cours du semestre qui vient de s'écouler d'une dizaine d'ateliers qui se sont tenus dans différents sites de la région, avec l'idée effectivement d'essayer de promouvoir, de structurer la filière, de mieux structurer la filière, de travailler autour de l'économie circulaire, de faire en sorte de comment mieux développer l'innovation dans le domaine de la construction durable, comment trouver de nouveaux marchés, comment élaborer les nouveaux dispositifs de formation en soutien à l'emploi, transfert des compétences vers les entreprises. Ça, c'est en train de se mettre en place dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et pour ce qui relève de mon champ d'intervention, l'enseignement supérieur, recherche et innovation, bien évidemment, on en a déjà vu une partie importante aujourd'hui. Sur la partie recherche, hein, il y a des laboratoires de recherche dans la région qui s'intéressent. Alors, I2M a été présenté. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner évidemment l'Asie, hein, étant moi-même professeur à l'université de La Rochelle, mais il y a des écoles d'ingénieurs dans la région qui s'intéressent. Donc, il y a véritablement un niveau, une masse critique et un niveau d'excellence qui est important dans la région. La question des formations, ça n'a pas été complètement développé, mais à travers les écoles d'ingénieurs, à travers l'école évidemment d'architecture et du paysage ici, et à travers les masters, les nombreuses licences pro qui existent dans nos universités, il y a vraiment une offre de formation extrêmement importante, y compris sur la partie bois que j'ai vu fortement développer aujourd'hui. Je pense que ça, il faut bien le noter. La question du transfert. Novatech, INEF4 évidemment, mais aussi il y a Tipeee à La Rochelle, c'est des centres de transfert de technologie. Sachez qu'aujourd'hui ils sont en discussion pour essayer de se rapprocher, pour faire en sorte d'avoir une action plus efficace au niveau régional. Nous avons depuis peu les clusters qui regroupent l'ensemble des acteurs des filières. Il y avait 2 clusters dans la région Nouvelle-Aquitaine avec le cluster Ecohabitat en Limousin, Poitou-Charentes et le pôle Créade qui était mentionné tout à l'heure en Aquitaine. Ces 2 clusters ont fusionné pour donner un nouveau cluster. Hein. C'est à peu près 400 acteurs de la filière qui sont capables de se mobiliser. Donc comme vous le voyez, on a quand même un écosystème extrêmement riche que la région essaye d'harmoniser, de faire travailler ensemble.
Et moi, je ne peux que vous inviter, par rapport à tout ce que j'ai entendu, aussi bien alors sur la partie qui m'intéresse plus, sur la partie formation et la partie recherche, de travailler à voir comment essayer d'avoir une capacité régionale un petit peu plus développée. Alors on a des outils pour ça, pour vous accompagner. On a notre appel à projet recherche enseignement supérieur. J'attire vraiment votre attention sur le fait que dans cet appel à projet, il y a des projets enseignement supérieur. Je ne vais pas vous évoquer la possibilité de développer des modules ici. Je pense qu'à travers l'innovation pédagogique, parce que notre appel à projet, il est vraiment sur ce volet-là, il y a probablement des choses importantes à faire. Je vous rappelle aussi que nous finançons des chaires d'excellence dans le domaine de la recherche qui vont être à nouveau réévaluées et sur lesquelles vous pouvez aussi développer des projets. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous avons développé un nouveau dispositif en région qui correspondent à des réseaux de recherche régionaux, des 3R, ou sur des thématiques où il y a à la fois de la masse critique et d'excellence, comme je mentionnais tout à l'heure, mais qui ont une dimension sociétale très forte. Et là, je pense qu'il y a une dimension sociétale absolument extraordinaire. Vous pouvez nous solliciter, ou on peut vous solliciter, je pense que ça ira peut-être, on va se rencontrer à un moment donné, voir s'il n'y a pas l'opportunité de créer un réseau de recherche régionale dans le domaine de la construction durable pour rassembler tous les établissements de la région, les laboratoires. Alors ça, c'est la première étape, on fait un noyau dur de recherche. L'idée, évidemment, c'est de faire travailler ensemble les chercheurs, de désisoler certains qui sont isolés. C'est de montrer que dans notre région, on a une vraie force de frappe en la matière. Et l'idée de ces réseaux, très rapidement, c'est de constituer un deuxième cercle d'acteurs socio-économiques autour. Je les ai mentionnés ici, vous les avez évidemment autour de vous. Et je pense c'est vraiment un secteur où on peut être extrêmement bien positionné au niveau national et international, et je peux que vous encourager à venir nous voir autour de ces questions. Surtout que l'idée pour nous dans les réseaux, c'est d'animer, c'est d'aider, de financer l'animation, la coordination auprès d'établissements qui seraient porteurs de ce réseau, pour faire de l'incubation de projets. Alors pour répondre à notre appel à projet, mais aussi aller au niveau européen, au niveau national, au niveau international. Mais c'est aussi d'essayer de valoriser la recherche à travers transfert vers le monde économique, mais pas seulement. C'est aussi apporter un éclairage pour soutenir les politiques publiques, et je pense qu'on en a extrêmement besoin. Et c'est également faire de la diffusion, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier la diffusion de la culture scientifique. Là, on est sur des questions importantes, et il n'y a pas qu'un problème de formation des professionnels, il y a aussi un besoin d'acculturer la société sur cette adaptation au changement climatique à travers l'habitat, et pas seulement l'habitat bâtiment, mais je vais aussi vers la ville. Et je pense que là, c'est un point qui a été souligné tout à l'heure, certainement un point très important. Voilà, je vous remercie. Merci. D'accord. Merci Denis, merci à tous de ces prises de parole. Et je voulais vous inviter, pour conclure cette matinée de travail et de restitution, à partager un buffet déjeunatoire, qui est en atelier 2. C'est ça. Donc on traverse, c'est en face. Et encore merci à tous les intervenants, région, ministère, de vous être venus nous voir. Et je pense qu'on avait à cœur aussi, non seulement de faire ce moment de partage, mais aussi de vous remercier par ce témoignage de ce qui s'était déroulé avec les financements qu'on avait obtenus grâce à vous. Merci.